Bonjour Camille. Allô, mon beau Carl. Bienvenue à la vie sociale. Hey, je suis tellement contente de te retrouver. Saison 2. Saison 2, n'est-ce pas incroyable? On dirait que on aurait peut-être même jamais rêvé ça, mais là, ça se passe pour vrai. Oui, puis je pense que vous avez hâte. Vous aviez hâte qu'on soit de retour, alors nous sommes là. Et on est même surpris parce que les chiffres des dernières semaines, vous étiez beaucoup à nous écouter, 100 nouveaux épisodes. Alors, j'espère que ça vous a fait découvrir des invités que vous aviez manqués au cours de l'année dernière. On est de retour officiellement avec des nouveaux partenaires, des nouveaux visuels. Vous avez vu ça ce matin. Si vous écoutez l'épisode, on est aujourd'hui, c'est le lancement de la nouvelle saison. Nouvelles photos, nouveaux épisodes. On vous explique dans l'autre épisode qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, tout le processus créatif derrière ça. Qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois de notre vie. Oui, voilà, c'est ça qu'on vous explique. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est de ça qu'on parle dans l'autre épisode qui est dispo dès maintenant sur YouTube. Je vous invite aussi d'ailleurs à venir nous suivre sur Instagram. On n'en a pas beaucoup parlé dans la première saison, mais on est très présent sur Balado La Vie Sociale sur Instagram, sur TikTok aussi. Et sur Instagram, on retrouve le Club Social. Oui. Qui est un club totalement gratuit, totalement le fun, dans le plaisir, dans l'allégresse, où on partage des behind the scenes, où on a un contact direct avec vous. C'est comme si on chattait avec vous, donc c'est vraiment cool. Oui. Et là, je parlais de nouveaux partenaires. Et notre nouveau partenaire d'aujourd'hui, on est content. On est vraiment content parce que c'est un partenaire. C'est un restaurant. Oui, c'est un restaurant, puis c'est complètement différent. On va ailleurs de où on a été dans la dernière année, donc ça va être le fun de vous parler de d'autres choses. Oui, puis aussi parce qu'on aime ça manger. Qu'est-ce que tu veux? On aime ça. C'est le fun de manger et la vie sociale, c'est ça, c'est manger. Puis on est allé au restaurant qui est notre nouveau partenaire, on va le dire, c'est le groupe Zibo. Donc, si vous êtes déjà allé au Zibo, mais peut-être que vous allez nous croiser maintenant parce qu'on est toujours là. D'ailleurs, je suis allée. Oui, tu es allée avec la famille au complet. Je suis allée avec la famille au complet, c'était vraiment merveilleux. Donc, tu es allée 2 fois dans la même semaine. Elle est déjà accro. Oui. Et Zibo, on est très content de s'associer avec ce partenaire-là. C'est des femmes, encore une fois. Oui, c'est vrai. Donc, on travaille encore avec des femmes Girl Power. Girls Unite. Et ben pour la petite histoire, dis-nous, ça vient d'où Zibo? Zibo, là, c'est la Californie. Ah! C'est la Californie et c'est écrit sur mon carton. Ah, la Californie. Je dois confirmer, on est allé en Californie ensemble. On est allé à LA ensemble, à Malibu. On a fait tout ça et quand on est revenu de voyage de la Californie, on avait les blues. Oui, parce que la Californie, ça a vraiment un sentiment... Il y a quelque chose en Californie. Si vous êtes jamais en Californie, vous pouvez pas comprendre, mais je vous le dis, il y a quelque chose de très spécial là-bas. Il y a une énergie assez spéciale. Puis quand tu reviens ici, tabarnouche. Surtout on est revenu avec de la neige encore. Et c'est ça le groupe Zibo, en fond. C'est que, c'est écrit ici qu'on y pense avec les étoiles dans les yeux, ben c'est un peu ça. Quand on pense à la Californie, c'est le soleil, la plage, le sable. On a même fait un photoshoot de Camille seins nus sur la plage à Malibu. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, quand on vient ici, c'est un petit peu plate. Mais grâce au groupe Zibo, on peut se sentir en Californie même en plein hiver. C'est vrai? On peut se sentir en Californie en plein hiver et c'est justement ce que le propriétaire, ce que Hugues, c'est ce que tu vas nous raconter, a voulu faire suite à un voyage avec sa compagne Annick en Californie. Ils ont ouvert leur premier restaurant en 2001. Quand même, là, ça fait vraiment longtemps. Là. Ça fait 23 ans. Wow, bravo. On voit que les maths, c'était pas mon fort. Non, vraiment. Donc, leur but, vraiment, leur mission, c'était de partager leur aventure haute en couleurs et en saveurs avec le Québec, tout en insufflant les valeurs bien d'ici. Donc, authenticité, qualité, service impeccable, respect du staff. Ça, c'est vraiment les ingrédients importants de leur histoire ou de leur succès, comme on peut dire. Oui, puis le service impeccable, je peux le dire, on est allés ensemble et c'était... Parfait. Oui, vraiment. Puis je suis retournée et c'était encore une fois vraiment très, très, très agréable. Donc, on retrouve quand même une dizaine d'établissements sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, à Montréal. Le groupe Zibo fait partie du paysage de la restauration québécoise. Et parce que oui, aller au restaurant, c'est une passion pour les Québécois. Et c'est la passion de Carla Hardy aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours au resto. Pourquoi on va au resto? En fait, c'est universel. Ah, c'est une bonne question. L'humain aime partager des repas. Hein? On pense juste à Jésus et c'est dit. Effectivement, tout comme Jésus aimait partager ses repas. Jésus, lors du dernier repas, il adorait partager la nourriture. Les Québécois sont comme ça aussi. On s'attendait pas à ce que je m'attendais aucunement que tu parles de Jésus là-dedans, mais c'est une réalité. C'est vrai, Jésus a partagé un dernier repas incroyable avec tout le monde. Oui, avec ses disciples. Et c'est ce qu'on aime faire aussi. Mais c'est tout simplement pour le plaisir de sortir qu'on va au restaurant. Je te pose vraiment la question, pourquoi t'aimes aller au resto? Toi, c'est quoi tu répondrais? Ne pas faire la vaisselle.
Ouais. Et manger des choses que je ne peux pas cuisiner chez moi. Des fois, parce qu'on manque d'espace chez nous, puis on peut pas faire la grosse affaire. Puis... Non, mais moi, j'ai tout le temps les mêmes 6 repas que je fais en loop, là, tu le sais. Là. Mon tofu général Tao, mes tacos, mes pâtes, that's it, that's all. Fait que là, quand j'ai le goût de quelque chose de plus funky, l'autre fois, on a pris une petite pizza. Oui, puis c'est le fun parce qu'au Zibo, justement, il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs pizzas. Il y en a pour tous les goûts, là. Pour vrai, il y a même un burger végé, c'est incroyable. Voilà, pourquoi on va au restaurant pour avoir du plaisir, pour échanger avec les gens qu'on aime et tout comme Jésus, profiter de chaque moment. Et le bonheur de se faire servir aussi, c'est le fun des fois. Ben dans le fond, ce qu'on dit, c'est que c'est un espace rassembleur, c'est festif, où on vit le bonheur de se faire servir, on s'offre énormément quand on va au restaurant et ça demeure un plaisir accessible. Donc, voilà pourquoi nous adorons aller au restaurant, car ça contribue à notre vie sociale, à notre bonheur et à notre bedon. Et tout au cours de la saison, on va vous partager des astuces, des trucs qui nous ont été relayés par le groupe Zibo. Puis on va apprendre plein de choses et on va poser une petite question de goût à nos invités cette saison-ci. Ouh, une nouveauté. Ouais, une nouveauté. Tiens. Sur ça, je te souhaite une bonne saison, Camille. On est excités, on la sent, la fébrilité. Oui, et merci au groupe Zibo d'être avec nous cette année. La Natura Casa, Mat la Bonheur reviennent aussi cette année. On est super choyés, super contents de ça. Et sur ça, je te souhaite du bonheur dans les épisodes, du plaisir. Ça va être le party ici cette année. On va apprendre plein d'affaires. Puis notre première invitée, c'est Catherine Saint-Laurent. On l'adore. On vous la présente tout de suite. Merci. Bon épisode. Pour ce tout premier épisode, on a avec nous quelqu'un qu'on voulait avoir depuis très longtemps. Oui. Et on est très contents. Et je pense que tous les deux, on l'espionne en secret. Oui. Sans qu'elle sache. On adore ses stories. On adore son Instagram. On aime la suivre. Et elle est avec nous, Catherine Saint-Laurent. Bonjour. Allô. Merci d'être là. On sait que tu es bien occupée. Oui. T'as l'air bien. Oui. T'es-tu bien ici? Oui. Ouais, très bien. C'est beau, le studio. Comme ici, dans le studio, dans le building. Ouais, t'aimes-tu ça? T'es-tu contente de nous voir en personne, de nous rencontrer en personne? Vraiment. Parce que moi, je suis honorée. Parce que moi aussi, je vous espionne. Ah, bon. Non, mais quand je dis que je t'espionne, c'est pas de manière creep, c'est de manière inspirationnelle. Ah. Moi, j'adore tes stories, j'adore ton look. Et je l'écris ici, tu es une fashionista pour moi. Ah, c'est sûr que j'aime la guenille. J'ai comme une petite affection pour la guenille. T'as beaucoup de guenilles, hein? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, je te dirais que c'est un problème là, dans ma vie quand même. Là. Ouais, des fois, j'envoie tes stories à Camille, je dis, tu devrais porter ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais on aime tes looks. J'aime ça m'habiller. Et la seule fois, en fait, que je t'ai croisée, c'était au festival Mode et Design. Tu me connaissais pas. Fait que sûrement que tu m'as ignoré. J'ai oublié. Merde. Non, je connaissais pas. Parce que, en fait, tu es une des seules invitées qui est venue au podcast, qui est au podcast et qu'on ne connaît pas vraiment personnellement. C'est la première fois qu'on se voit et qu'on se parle. En vrai, yeux dans les yeux, tu sais. Ouais. Mais on t'avait croisé au Festival Mode et Design et je te trouvais vraiment merveilleuse, vraiment magnifique. Vous êtes bien fun. Ben oui. On commence ça avec des beaux compliments comme ça, c'est le fun. Nous, tu sais, Catherine, ici, on a des descriptions de nos invités. C'est ça qu'on aime faire. C'est pour ça qu'on a des énormes cartons comme ça cette saison-ci. Tu es actrice, bien sûr. On a pu te voir dans le District 31 et L'air d'aller, entre autres. Tu es allée à Cannes. Oui. Wow. Oui. Un rêve. Oui. Je suis allée à Cannes 2 fois. Wow. Pour 2 festivals différents. Je suis allée à Cannes, le gros festival de Cannes, de cinéma qu'on connaît, en 2013. Oh. Dans le premier film dans lequel j'ai joué, qui s'appelait Tudor Nicole. Oui. Premier film. Première fois que je parle en cam, premier festival. Avec quel âge à cette époque-là? Ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans. J'avais 23. Quand même. Ouais. Hey, ça doit être quand même impressionnant quand tu arrives à Cannes, là, puis là, tu sais, je veux dire, on a tous vu de quoi ça a l'air Cannes, là. Ce festival-là, puis là, t'arrives, puis comme... C'est aussi intense qu'on pense. Ouais. C'est intense, non, hein? mais moi, je veux dire, j'ai bu du champagne. Genre, j'ai été high sur le champagne pendant comme 5 jours, comme jusqu'à 6 heures du mat sur la plage. C'est comme, c'est out of this world. Puis, tu sais, nous, c'était pas comme... On était dans une plus petite catégorie. C'était pas la grosse catégorie avec les grandes robes, le gros tapis rouge, puis cette grosse affaire-là, tu sais, mais c'était quand même complètement surréel. Puis genre, tu vois des stars internationales, puis tout, là. T'en as-tu vu? J'en ai... Qui j'ai vu? J'ai vu
J'en ai pas vu tant que ça. Je me souviens, j'ai vu le gars qui joue dans Dexter. Oui, son nom. Ouais. Morgan, c'est ça? Michael. Je me souviens pas. En tout cas, gars Dexter. Là, mais c'est pas mal son seul rôle. Ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai une amie à moi qui est allée à Cannes comme 2-3 fois aussi, puis elle m'a dit, tu sais, qu'elle était dans un party, puis Kendall Jenner était derrière elle. Puis là, comme, tu sais, je me reviens, il y a Kendall Jenner, il y a Catherine Zeta-Jones de l'autre bord, Julia Roberts en arrière. Tu sais, c'est un peu. C'est sûr que là, j'aurais pas un petit 10 minutes, là, mais ça m'est jamais arrivé. Puis comment on prépare son fashion pour aller à Cannes? Parce que là, la dernière fois que t'es allée, je veux dire, les looks, ça se donnait, là. Ah, ouais, ça se prépare. C'était cute, là. Ça s'est préparé que j'ai magasiné ça moi-même. Ah! J'ai bien de la difficulté à travailler avec des stylistes. Parce que, étant moi-même complètement addict au shopping, là, je vais le dire, là, j'ai déjà, moi, tellement d'idées, puis je fais des mood boards constamment de looks, de make-up, de cheveux. J'ai plein de make-up, je suis capable de faire mes cheveux, j'ai des idées pour mes looks. Fait que des fois, même quand je travaille avec une styliste, je suis comme, je connais ce brand-là, je sais c'est quoi cette robe-là, j'aurais tout pu faire la job, j'aurais tout pu commander, moi, sur Farfetch, sur Essence, puis retourner. Après, des fois, c'est juste, ça me tente pas de me taper tout ça, là. Tout l'essayage, puis les retours, puis tout ça. Mais là, j'ai commencé à travailler avec une styliste qui s'appelle Farah Bedosman, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui a vraiment les mêmes goûts que moi. Fait que, tu sais, quand... Ça, c'est cool, ça. Je suis pas tout le temps, je travaille avec elle, mais comme quand je peux travailler avec une styliste, c'est avec elle, parce que je sais qu'elle me connaît, puis je sais qu'on aime vraiment les mêmes affaires. Mais ouais, des fois, j'ai comme l'impression un peu de perdre mon temps quand je travaille avec les stylistes. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Je connais ça. Pour tout notre nouveau visuel à la vie sociale, on a fait le stylisme nous-mêmes, parce que... C'est exactement ce qu'on s'est dit. On était comme, moi, j'ai l'impression que comme on va m'amener des affaires, je les ai soit déjà vues en ligne, je sais que ça existe déjà, puis si je les ai pas choisies, c'est parce qu'il y a une raison. Fait que je vais aller vers mes goûts puis ce que j'aime vraiment. Oui, puis tu sais, je pense que quand tu engages une styliste, c'est soit parce que ça te tente pas, oui, ou genre, tu t'en fous, t'es juste comme tu veux te sentir bien, qu'on t'amène des options, tu dis, ça c'est beau, je me sens bien là-dedans, merci. Mais moi, ce que j'aime, c'est genre le process de chercher. Oui, mais c'est cool, ça, faire ça. Ouais, je sais. Je pense que la sauce reste genre. Je pense que les trois, on est comme ça. Le panier est toujours bien plein. Le panier est toujours plein. Le panier est toujours bien plein. Les séances d'essayage se font aller. Les retours aussi. Les retours, oui. Puis là, chaque semaine, je suis comme, oh non, il y a cette nouvelle brand-là qui est là aussi. C'est comme, on dirait que comme, on s'en sort jamais. Non, là, c'est sans fin, là, ce capitalisme-là. Ben oui, mais... Mais regarde, on s'assume, on aime ça. On aime ça. Puis, on aime ça. Je sais que tu as fait tes études en danse aussi. Oui. Est-ce que tu danses encore? Non. Non? Non, je danse plus parce que ça demande tellement une rigueur. Puis, tu sais, si tu veux vraiment danser là, professionnellement, il faut que tu fasses ça à tous les jours de ta vie. C'est comme, tu peux pas prendre une journée de break parce que ton corps... C'est comme un athlète. Là. Quand tu es un danseur, quand tu es des violonistes, il faut que tu pratiques ton violon tous les jours. Quand tu fais du ski de fond professionnel, il faut que tu fasses du ski de fond tous les jours. Tu sais, c'est la même chose. Ça prend une discipline de faire. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté de danser parce que je suis allée à l'école de théâtre. Puis de toute façon, je savais que je voulais pas devenir une danseuse professionnelle. Tu savais déjà quand tu allais en théâtre? Ouais. Fait que, tu sais, après, on dirait que maintenant, danser, je vois juste comment mon corps il est plus capable de faire ce qu'il était capable de faire avant. T'sais. Fait que maintenant, ce que j'aime plus faire, ça va être du yoga, du pilates, de l'entraînement spinning. Du bar. On pense que je fais du spinning. Je fais pas du spinning. J'étais sûre. Des fois, je fais du spinning, mais c'est vraiment rare. Je vais à un studio de spinning, mais je fais la classe de bar. OK. Et c'est quoi ça? C'est comme genre pilates, core. Pilates, mais comme enragé. Là. C'est 45 minutes avec du beat, puis c'est genre... comme... Un peu comme quand on a fait du spinning ensemble. Parce qu'elle en a fait du spinning pendant longtemps. Oui, mais c'est pas du spinning, c'est ça l'affaire. Oui, non, c'est ça, mais je parle du niveau d'intensité. Oui. Quand on faisait du spinning, c'était quand même intense. Mais j'aime vraiment ça, faire du spinning. C'est juste... Mon Dieu que c'est tough. Oui, mais ça me donne des frissons, là. Tu sais, c'est comme... J'aime vraiment ça. Ça donne tellement un rush d'adrénaline, je trouve, mais c'est juste la motivation pour se rendre sur le bicycle. Bonne chance. Puis, est-ce que depuis que t'es jeune, tu voulais faire de la scène? C'était-tu tout le temps ça, depuis que t'es petite, que c'était sûr? Non? J'ai jamais voulu faire la scène. Oh, alors t'étais juste une star comme ça. Mais non, mais c'est-à-dire que je pense que j'ai toujours voulu être interprète. OK. Mais je pense pas que la scène, c'est mon médium. Je pense beaucoup plus que la caméra puis les plateaux de tournage. En tout cas, moi, c'est ma zone de confort. Puis c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de devenir actrice. C'est le médium du cinéma. Fait que c'est encore à ce jour, quand j'ai jamais ressenti la même émotion, mettons, au théâtre, même en allant voir un show de danse,
qu'en étant devant un chef-d'œuvre cinématographique. Ah ouais? Ouais. C'est quoi pour toi la différence entre les deux? Ben, comme spectatrice, mettons, le cinéma, c'est comme si je deviens comme naïve. Je regarde, même si c'est une comédie romantique là, où c'est évident qu'ils vont se flencher à la fin, là, comme... Je suis comme, quand est-ce qu'il va l'embrasser? Comme, je sais pas, c'est comme si ça me ramène à un sentiment tellement d'enfant, je suis comme émerveillée, puis j'oublie tout le reste de ma vie. Ça devient une espèce de bulle où le temps s'arrête, puis je ne vis que pour cette histoire-là. Tandis que quand je suis dans un environnement, dans une salle de spectacle, j'arrive moins à tout oublier. Moins décroché. Ouais. Ah, je comprends tellement. On dirait que c'est pour ça que j'ai de la misère à aller au théâtre puis être touchée par le théâtre comme je le suis par la télé ou par le cinéma. On dirait que je suis trop consciente de où est-ce que je suis ou je sais pas, j'arrive pas à m'abandonner. L'accessibilité aussi, ouais. Mais moi, c'est toujours au cinéma que je pleure. Moi, je vais au cinéma tellement souvent, tu sais, j'adore le cinéma. Tu sais, moi, je note mes films sur IMDb, j'ai un compte Letterboxd, tu sais, moi, je suis vraiment intense. Puis moi, je vais au cinéma seul, beaucoup. Et je pleure. Seul. Mais quand tu dis décrocher pour oublier sa vie, là, moi, c'est ce qui arrive. Peu importe le type de film. Ouais. Et quand je ressors, c'est comme, des fois, je me sens comme une comédienne comme toi. Je sors, là, puis je suis encore dans mon... Et moi aussi, j'imagine que je vis dans le film encore, là, tu sais, que comme... Non, mais je suis comme toi. Moi, je sors, puis je suis comme... Ça m'arrive quand je sors du cinéma Beaubien, je rouvre la porte, là, je suis sur la rue. C'est comme si je jouais dans le film. C'est comme si c'était la prolongation du film, puis c'était moi, là, maintenant, qui était dans le film. Je comprends. Mais c'est ça transporte, ça te... Je sais pas si moi, ça m'amène comme dans un autre univers, dans un autre espace-temps. On dirait que c'est comme... Puis être devant la caméra puis jouer dans le film, dans les émissions, ça te fait-tu la même chose? Qu'est-ce que tu ressens de différent, tu sais? Ben, je pense que quand je joue puis quand je suis dans une scène puis dans un environnement... En fait, c'est l'environnement que j'aime le plus. C'est quand je suis dans un bon plateau de tournage, le travail que j'ai à faire est clair, j'aime l'équipe, j'aime le projet, je suis bien, c'est comme... C'est le Saint Graal, là, tu sais, c'est comme... Je voudrais pas être nulle part ailleurs, tu sais. Fait que ça veut dire que quand t'es allée au cégep en danse, tu pensais pas encore que tu voulais être comédienne? Non, parce que en fait, j'ai comme étudié en danse un peu malgré moi, c'est-à-dire que je dansais comme au secondaire. Je viens de Québec. J'étais à Québec, à l'École de danse de Québec. Puis eux, il y avait un programme de danse, de DEC en danse, un programme professionnel de 3 ans. Puis c'est mes profs qui m'ont dit, tu devrais t'essayer pour le DEC parce que c'est sûr que tu vas être pris. J'étais comme... OK, I guess. J'étais comme, c'est sûr que j'étais convaincue que j'aimerais pas ça danser de 9 à 5, parce que là, je faisais juste des cours récréatifs après l'école. Là, ça voulait dire danser tous les jours. Tous les jours, c'est ta tout job, le temps. c'est ça. Ton hobby devient ta job. C'est difficile aussi, là. Oui, puis c'est ça. C'est tough pour le corps, là. C'est tous les jours de ta vie, tu danses, là, tu sais. Fait que j'étais convaincue que j'allais toffer 3 semaines. Finalement, j'ai fait 4 ans d'école. Tu l'as fait au complet? J'ai fait 1 an là-bas, puis après, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis je voulais vraiment déménager à Montréal. Je me cherchais une raison de déménager à Montréal. Fait que j'ai auditionné pour l'école de danse à Montréal, puis j'ai été prise. Fait que je suis déménagée, puis j'ai fait 3 ans ici. Fait au total, ça a fait 4 ans. Mais moi, ma question, c'est si tu as commencé à étudier la danse quand même plus tard en âge, c'était quoi ton but quand tu étais jeune? C'était quoi ton rêve, ton métier de rêve? Qu'est-ce que tu voulais faire? J'ai l'impression que ça s'est comme développé plus tard. Ouais, ben le premier métier que je voulais faire, que je me souviens que je voulais faire, c'était être designer de mode. OK. Comme j'ai des souvenirs où j'ai des cahiers Canada où je dessine des robes, où j'imprime des défilés puis que je colle les filles sur les runways dans mon cahier. Ça, c'est le premier métier que je me souviens vouloir faire. Après, j'ai fait de la danse toute ma vie, fait que c'est comme si je me suis jamais vraiment posé la question. J'étais bien là-dedans. Le monde me disait que j'étais bonne, fait que j'étais beaucoup validée dans cette affaire-là. Fait que c'était comme, le monde m'a dit, t'étais bonne, tu pourrais aller étudier là-dedans. J'ai fait, OK, whatever, ça me tente, OK, je vais faire 1 an à Québec. Je pourrais aller à Montréal, OK, je vais aller à Montréal. Puis c'est quand je suis arrivée comme à Montréal que là, j'ai rencontré des acteurs, que je me suis dit, OK, attends, je pense que ce vaisseau-là que mon corps est d'interprète pourrait s'exprimer autrement parce que je sentais que j'étais pas complètement sur mon X en danse. Puis tu sais, moi, au secondaire, ma première job, c'était de travailler dans un super club Vidéotron. Impossible. Parce que... C'était genre mon endroit préféré quand j'étais jeune. Mais c'était mon endroit préféré. Goals.
J'ai compris Ghost. J'étais là, le film Ghost. Non, moi, j'aurais adoré travailler là-bas. Bon. Mais c'était malade, là. J'aurais été excellent. C'était malade. Là, tu pouvais mettre les films que tu voulais sur les télés, tu conseillais des films, puis tu avais des films gratos tout le temps. C'était comme le rêve. C'était dans le temps encore qu'il y avait les petits jetons que tu mettais devant. Hein? Ah oui, des petites velcro, là. Tu sais que le film il est encore dispo parce qu'il y a un petit jeton devant, puis là, t'arrives au comptoir avec ton jeton. C'est ça, mais ça, c'était juste pas les nouveautés. Les nouveautés, il y avait tous les racks là, de DVD de tout pareil. Là, la belle époque. T'en as vu des films. Oui, puis j'en ai vu des films, puis j'aimais vraiment le cinéma. Mais je savais pas que ça se pouvait, moi, être actrice. C'est comme si j'avais pas compris que je pouvais vraiment faire ça. Fait qu'on dirait que quand je suis arrivée à Montréal, puis j'ai rencontré des acteurs, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une école de théâtre, puis que je pouvais être actrice. Là, j'ai fait comme 1 plus 1, puis j'étais comme, mais là, je pourrais comme faire ça. Dans le fond, ça se pourrait, tu sais. C'est une job. Fait que c'est comme si... C'est comme arriver sur le tard. Je suis un peu une late bloomer. Je pense que c'est long avant que j'absorbe les choses, puis que je réalise comme qu'est-ce que ça me prend, tu sais. Tu sais, le conservatoire, je sais à quel point c'est difficile. Moi, je suis allée à Saint-Hyacinthe, j'ai fait l'exploration théâtrale à Saint-Hyacinthe, puis j'ai vu les gens d'interprétation. C'était ça mon but en premier quand j'étais jeune, puis c'est très difficile émotionnellement aussi, sur le corps aussi, tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là au conservatoire? Parce que c'est un moment où on apprend à se connaître énormément, l'école de théâtre, tu sais. Oui, sauf que moi, c'est différent parce que moi, l'école de la vie là, du théâtre, là, je venais de le faire pendant 4 ans à l'école de danse. C'est ça. Fait que j'avais comme l'impression de répéter l'expérience. Ouais. J'étais comme la plus vieille fille dans les plus vieilles, en tout cas la plus vieille fille, mais dans les plus vieilles de ma cohorte au conservatoire. Puis, tu sais, moi, j'habitais déjà à Montréal, j'avais une vie, j'avais venais de faire 4 ans d'école de danse, où on est encore une petite gang qu'on se voit tous les jours. Ouais. Tu sais, il y a du monde dans ma cohorte qui arrivait du Saguenay puis qui avait jamais mangé un légume, puis que, tu sais, nos réalités étaient tellement différentes. Fait que je pense que je suis rentrée au conservatoire avec en me disant, moi, je suis pas ici pour me faire des amis, je viens ici pour apprendre mon métier puis pas me sentir imposteur. Parce que, moi, le premier film pour lequel je suis allée à Cannes, je l'ai tourné avant de rentrer au conservatoire. Ah! Oui, j'ai fait les affaires dans le désordre. Là. Mais comment t'as fait pour avoir ce contrat-là? C'était une audition ouverte, non, ce film-là? OK, c'est ça. C'était un casting sauvage. Puis moi, à ce moment-là, j'avais une agente parce que j'avais commencé à faire de la pub au secondaire. Puis là, quand j'étais arrivée à Montréal, j'avais trouvé une petite agence là, pour continuer à faire un peu ça. Puis c'était un casting sauvage, puis je l'ai eu. Wow! Fait que t'es arrivée à l'école, tu avais déjà fait un film. Ben, c'est ça. J'avais déjà fait un film. Non, je suis allée à Cannes l'été d'après, un an plus tard. Fait que, tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, va pas au conservatoire, t'as pas besoin. Mais moi, j'avais besoin d'y aller pour pas me sentir imposteur. Je comprends. Mais t'es pas la première qui nous dit ça. Ah non, il y en a plusieurs. Puis, tu sais, pour avoir été à Saint-Hyacinthe, je veux dire, j'ai croisé beaucoup de monde. Puis, il y avait beaucoup aussi qui disaient ça, tu sais. Puis, je me rappelle d'ailleurs de Mylène Saint-Sauveur, parce que Mylène était à l'école avec nous, puis elle avait joué dans des films, dans des séries, elle était déjà super connue. Puis, les gens, souvent, étaient comme, mais pourquoi être ici? Mais pour plein de raisons, tu sais. Pour apprendre son métier, tu sais, puis se perfectionner. Puis, moi, je trouvais ça super admirable parce que c'est difficile de faire ça, tu sais. Oui. Mais je pense que j'ai appris beaucoup plus mon métier en le faisant qu'à l'école. Ouais, hein? Surtout que le conservatoire, c'est vraiment axé sur le théâtre. Et moi, je savais que j'allais pas là pour faire du théâtre. Genre, j'allais là parce que moi, en plus, je venais de tourner un film, j'avais capoté. Ouais. J'étais comme, c'est ça que je veux faire, là. Mais c'était pas ça qu'on apprenait. Après, je dis pas que j'ai pas appris à l'école, mais c'était moins appliqué à ce que moi, je voulais. Puis c'est un peu... À l'école de théâtre, tu peux pas vraiment dire. Je pense que ça changeait là, pendant que j'étais là parce qu'on commençait à avoir des cours de jeu caméra. Ouais. Mais je pouvais pas dire, moi, j'ai envie de faire la télé. Là. C'est comme moins. C'est comme pas noble là, de dire ça. Fait que c'est comme si j'ai vraiment été là pour me valider dans mon expérience puis dans mon choix de faire ça puis pour pas me sentir imposteur. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, tu le regrettes pas. Je le regrette pas, mais je pense pas que... Non, mais je le regrette pas. Tu le referais peut-être pas. Ouais. OK. Parce que non, mais je pense que j'ai vraiment plus appris en faisant mon métier. Ah, mais je pense aussi. T'apprends sur le tas aussi. T'apprends en le faisant puis en l'expérimentant. Oui, puis le métier d'être sur un plateau de tournage puis comprendre comment ça fonctionne. Le plateau de tournage, tu l'apprends pas à l'école. Tu peux pas l'apprendre. C'est la première call sheet que j'ai reçue. Il y a personne qui l'a expliqué avant. C'est du jargon, je comprends rien. Pourquoi j'ai pas mon horaire avant la veille? Je comprenais pas en tout comment ça marchait. Il y a encore plein d'affaires que je sais pas puis que j'apprends sur les départements puis qui fait quoi puis comment ça marche en arrière, la machine. Puis
Puis je me rappelle aussi quand j'étais... J'espère, en tout cas, que ça l'a changé aujourd'hui, mais tu sais, si tu recules il y a 12, 13, 14 ans, quand j'ai vu l'opportunité de la Musique Plus, puis j'ai lâché le théâtre pour faire ça, je me rappelle que tout le monde disait que j'avais vendu mon âme, puis que genre... Puis là, j'étais la pire personne, le pire humain. Mais c'est que j'ai choisi d'aller sur un plateau pour vrai, puis d'apprendre. Ben, j'ai eu cette opportunité-là, j'ai dit, ben, je vais... Puis j'ai capoté sur la télé, tu sais. C'est ça. C'est pour ça que ma vie a changé après, mais reste que je regrette pas ça, d'avoir appris live, tu sais, de l'avoir vraiment vécu comme ça. C'est une opportunité, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, mais reste que il y avait beaucoup de jugements reliés à ça. J'espère que ça a changé. Penses-tu que ça a changé? Probablement. Je sais qu'aussi les gens maintenant qui s'inscrivent au conservatoire, de ce que j'ai eu comme écho, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent au conservatoire parce qu'ils veulent être connus. Tu sais, je pense que, tu sais, moi, c'était pas trop réseaux sociaux quand j'étais là. Ouais, là, c'est différent. Là, je pense que la game est pas pareille. Puis je pense que les gens vont là pour de nouvelles raisons qui sont peut-être pas nécessairement les bonnes, mais fait que je pense que ça a changé. Je pense aussi que les écoles ont plus d'ouverture au... C'est long à changer, là, mais je pense qu'ils ont plus d'ouverture aux nouveaux médiums comme la télé et le cinéma, c'est pas si nouveau, mais dans le sens que ça faisait pas partie du cursus classique, disons. Fait que je pense que ça change, mais après, en même temps, les bases, les bases d'incarner quelqu'un puis de s'abandonner à un personnage, c'est la même chose, c'est pareil. Fait que c'est ça que tu apprends, en fait, au conservatoire. Puis pendant ces 4 années-là, au conservatoire, c'était 4 ans, c'est ça? C'était 3 ans. Tu pouvais pas travailler? Ou il y avait des exceptions? Tu pouvais pas travailler, sauf l'été, parce que l'été, on n'allait pas à l'école. Mais il y avait certaines exceptions, tu sais, comme moi, ils m'ont laissé manquer une couple de jours d'école pour aller au TIFF ou aller à Cannes. Ouais. Ah, ça se plaque bien. Non, mais tu sais, là, je suis comme un beau festival de Cannes. C'est pas vrai que je vais pas y aller à cause que je vais à l'école. J'ai 3 cours, là, tu sais. Ils étaient quand même indulgents, là, quand les gens arrivent avec un bagage puis ils ont fait des projets avant. Ils travaillent déjà. Tu peux pas manquer 3 mois d'école parce que tu t'en vas tourner, là. Tu sais, c'est comme ça marche pas, là. C'est fou quand même quand tu commences ton métier puis que tu arrives déjà à un point où il y a des personnes du métier qui attendent des dizaines et des dizaines d'années avant d'atterrir à Cannes ou au TIFF, par exemple. Puis toi, tu es au début de ta carrière puis tu as déjà accompli ça. Est-ce que tu as d'autres buts aussi? T'sais, moi, je passe dans ma tête, je me dis, quand tu désires être acteur, un de tes buts dans ta vie, c'est d'être à Cannes, non? Je suis pas actrice, mais j'ai l'impression que c'est quand même un but que plusieurs acteurs ont. Je me trompe? Bien, je sais pas si c'est un but que plusieurs acteurs ont. Je pense que le but, c'est de faire partie d'un projet qui a un niveau de qualité supérieur, qui est donc reconnu à travers le monde du voyage. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que ça représente des festivals comme Cannes. C'est que tu veux faire partie d'un projet, d'une histoire qui voyage, puis qui marque, puis qui sort du Québec, puis qui touche les gens partout. C'est ça. Mais c'est pas acquis, hein. Ça veut rien dire que c'est parce que je suis allée au Festival de Cannes à 23 ans, ça change rien, là. Ici, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Au Québec, on est tellement un petit milieu que peu importe ce que tu accomplis, tu dois être dans le plus gros film, le plus gros TV show. Il faut que tu réauditionnes pour des projets, puis il n'y a pas de... Aux États-Unis, il y a beaucoup de... Tu sais, mettons les acteurs pas connus. Mettons le monde qui ont fait Euphoria. Ils n'étaient pas connus, ils font Euphoria. Là, ils ont toutes des carrières. Là. Ah! C'est sûr que c'est vraiment plus gros, c'est les États-Unis. On peut pas vraiment comparer, mais ici, même si t'es pas connu puis tu fais un film méga succès qui va dans tous les festivals, c'est pas garant de du succès de ta carrière. De la suite, ouais. Tu sais, on n'a pas un système de... Les acteurs aux États-Unis, ils deviennent bankable, ils représentent de l'argent, c'est des têtes d'affiche. On n'a pas ça ici. Fait que c'est constamment à refaire. Ta carrière c'est challengeant quand même. C'est vraiment challengeant. Puis, pour parler avec des acteurs, un acteur en particulier que je ne nommerai pas, qui était avec moi sur District 31, qui est très connu, puis qui sort de District 31, puis qui se fait demander d'auditionner. Encore, il est comme « Hey! » Je pense que tu le sais, qu'est-ce que je peux donner comme acteur. C'est comme de penser que Guylaine Tremblay, elle doit encore faire des auditions. T'sais. Ben, tu sais, c'est une des seules peut-être qui en fait plus, là, mais ils ne sont pas beaucoup, là, tu sais. Ouais. Mais c'est toujours à refaire, toujours monter à... Même si ton portfolio, il est clairement là, puis on peut voir, on sait qu'est-ce que tu fais. Tu le sais, qu'est-ce que je vais donner. As-tu vraiment besoin de ma... T'sais, après, moi, c'est différent, je suis jeune. Je commence ma carrière. Ouais, j'aime quand même ça. Ouais? Ouais. Ça te challenge, t'aimes ça, c'est cool. Oui, je le vois comme une opportunité de travail. Je pense qu'il y a beaucoup de... Évidemment, c'est quand même stressant, là, mais je le vois toujours comme un
un exercice, un travail. Puis moi, ça me stimule les auditions, ça me challenge. Je suis pas tétanisée quand j'arrive en audition. Je suis comme, j'aime ça. Je pense que il y a des scènes des meilleures scènes que j'ai faites, c'était en audition parce que t'as une chance. Ah ouais, hein? Il y a comme une espèce de... T'es pas confortable, t'es pas dans tes pantoufles. On peut-tu arrêter? Je me suis fucké, on la reprend. T'sais, c'est comme... Un one shot. C'est comme une fois ou deux fois, puis il faut que tu donnes tout. Fait qu'il y a une espèce de... L'adrénaline, Tu te rappelles-tu une audition en particulier où t'étais, mettons, la plus grosse audition de ta vie où t'étais plus stressée ou je me rappelle une audition où j'ai été pourrie, là. Ah ouais? J'ai vraiment chié mon audition, là. Ah ouais? Ah ouais. Ben là, je veux savoir. On veut savoir. Ça avait arrivé une fois, OK? Ça veut dire quoi? T'as chié ton audition? Ça veut dire que t'as oublié ton texte? Ça veut dire que t'étais juste pas bonne? J'étais juste pas bonne. Ah ouais, Mais hein? je pense que je comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait que je joue. Déjà, c'était pas clair pour moi. Fait que quand t'arrives, tu sais pas ce qu'il faut vraiment, ce que tu joues, puis ce que tu proposes, t'es part un peu shaky. Ouais. Puis, je sais pas, je suis sortie de l'audition, j'ai appelé mon agente, puis j'étais comme, hey, j'étais à chier. Oh non! Puis elle était comme, OK. Puis là, plus tard, elle parle à la directrice de casting qui passe l'audition, puis elle était comme, ouais, elle m'a confirmé que ça s'est pas très bien passé. Mais je le savais, j'étais comme, hey, je me suis plantée. Mais t'apprends de ça, j'imagine. Ben ouais. Ça m'est pas arrivé depuis, touche du bois. Mais non, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, on connaît beaucoup la Catherine, l'actrice. Ben, en fait, non, c'est ça. On connaît pas tant Catherine Saint-Laurent, l'individu derrière l'actrice. Tu me disais tout à l'heure, justement, que tu fais pas beaucoup d'entrevues, tu fais pas beaucoup de podcasts. Nous, on veut savoir un petit peu plus, là. Les deets. Ouais. Juicy deets. On veut dig in un petit peu, tu sais. Premièrement, moi, je veux savoir comment tu gères ta vie privée versus professionnelle. Tu sais, t'es quand même assez discrète sur les réseaux sociaux. On sait que tu parles pas trop non plus de ta relation amoureuse et tout. Tu sais, comment toi, t'as décidé de faire un trait là-dessus, tu sais, de dire, ben, gars. Je pense que je suis assez pudique à la base par rapport à exposer ma vie privée. Je pense que ça m'a jamais... Tu sais, moi, ça m'a jamais tenté d'être connue, là. OK. C'est pas... Tu rêvais pas à ça, mettons? Non. Pour toi, est-ce que c'est un effet négatif de ton métier, d'être connu? Non. À la petite échelle qu'on est au Québec, c'est des effets positifs. C'est des privilèges. C'est des privilèges, je reçois des beaux cadeaux, puis c'est vraiment le fun. J'ai vraiment pas à me plaindre. Puis, tu sais, j'ai jamais eu... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu artistique, tout domaine confondu, qui ont un besoin viscéral de se faire aimer. Ouais. Reconnaître, oui. Moi, j'ai pas ça. Ah, ouais. Moi, là, j'ai besoin que les gens qui m'aiment, que j'aime m'aiment, là, ça, c'est super important. Le reste, je m'en torche. J'ai pas besoin de ça. Fait que, tu sais, je pense que d'exposer sa vie privée ou d'être très transparent, il y a quelque chose, que je sais pas, il y a quelque chose qui lie qui est peut-être pas naturel pour toi. Ouais. Je sais pas comment ils sont liés, mais pour moi, c'est que j'ai pas besoin de validation externe. Fait qu'après, ce que je choisis de dire sur moi, c'est moi le boss, c'est moi qui ai le contrôle, tu sais. Puis c'est aussi une forme de protection dans le sens où, tu sais, moi, je suis connue à cause de mon métier que j'ai choisi, mais après, moi, tout ce que je peux faire, c'est prendre les privilèges super le fun qui viennent avec, puis contrôler le peu que je peux contrôler pour me protéger émotionnellement. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai décidé de faire. C'est pour ça que je parle pas de ma relationship. Tu sais, je cache pas c'est qui mon chum, je cache pas qu'on est ensemble, mais pour moi, c'est pas d'intérêt public qu'est-ce qui se passe dans ma chambre à coucher, puis dans mon salon, puis dans ma vie personnelle, parce que je suis actrice. Tu sais, comme je comprends pas pourquoi faudrait que je parle de ma relation juste parce que je suis connue. Je sais pas si ça fait du sens. Totalement. Ça fait totalement du sens. Puis est-ce que des fois, tu ressens cette pression-là quand même de devoir le faire quand tu vois les autres autour qui le font? Parce qu'on se compare beaucoup. Puis, tu sais, on en a beaucoup parlé ici l'an dernier, mais comme de la pression qu'il y a avec les réseaux sociaux, parce que, tu sais, nous, c'est notre métier aussi, on partage beaucoup notre vie. Puis, depuis 2-3 ans, moi, j'ai décidé d'arrêter de partager. Ma dernière relation, je ne l'ai pas partagée du tout, même pas une photo, rien pendant 2-3 ans. Puis, les effets positifs, il y avait beaucoup d'effets positifs à ça, parce que quand ça s'est terminé, ça a été beaucoup moins complexe. Les gens ne le connaissaient pas, on ne savait pas c'était qui. Il y avait, tu sais... mais je ressentais quand même la pression parce qu'on sait que ces sujets-là fonctionnent beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens sont intéressés, veulent savoir... Est-ce que tu te compares aux autres, les autres comédiennes autour de toi ou les... Je dirais pas que je me compare, mais je pense que tu
je pense que ça évolue beaucoup pour moi dans les dernières années. C'est-à-dire que je partage beaucoup plus que ce que je partageais. Je pense que je me dégêne un petit peu par rapport à ça, puis j'ouvre un petit peu plus mon foyer. Mais non, je me compare pas. Non. Après, c'est vraiment correct. Je veux dire, je juge absolument pas personne qui le fait. C'est juste, c'est pas ma talle à moi. Puis moi, autant j'adore suivre des vedettes qui partagent beaucoup leur vie privée, autant j'adore suivre les vedettes comme toi qui sont très mystérieuses parce que pour moi, ben c'est ça, être une star, tu sais, c'est avoir du mystère, tu sais. Mais tu sais, il y a comme quelque chose il y a quelque chose du mythe. Tu sais, je pense que je suis aussi... ma vision change, là, tu sais. Mais je pense que j'avais une vision très puriste de la star de cinéma, là, tu sais. Pour moi, j'ai dit pendant de nombreuses années que la clé pour que les gens croient à ton personnage, j'y crois encore, là, mais que croient à tes personnages, c'est que si toi, personnellement, on sait pas t'es qui, puis toi, t'effaces ta personnalité, ta vraie personnalité, plus les gens vont croire en tes personnages. Mais c'est vrai, ça. Ouais. Mais pas dans tous les cas non plus. Non, mais là, je suis rattrapée aussi par les réseaux sociaux, puis par ce qui fonctionne, c'est d'être 100% out there. Tu sais, fait que je pense que je suis toujours en train de mettre un pied sur le break, de dire, non, je pourrais en donner plus, mais en même temps, je veux quand même cultiver le mystère aussi. Fait que je sais pas, je suis comme... C'est fou à quel point les réseaux sociaux, là, ça nous fait réfléchir constamment. Ouais. Même si on s'en rend pas compte. C'est comme... Mais c'est comme une nouvelle game aussi. J'ai l'impression aussi que maintenant, tu te fais quasiment demander est-ce que tu vas être à l'aise de faire la promotion de ce film-là sur tes réseaux sociaux? Est-ce que, tu sais, j'ai l'impression que des fois, ça rentre aussi dans la balance du contrat, ta présence sur les réseaux sociaux? Ça m'est jamais arrivé là, qu'il y ait des forts email push. Ça serait vraiment le fun que vous partagiez. Mais tu sais, de me faire, mettons, dans mon contrat, payer pour partager un contenu, mettons, relié à une série télé, non. OK. Cela dit, moi, je pense que les médias traditionnels sont bien contents parce que tout le monde fait de la pub gratos sur ces réseaux. Là. Ouais. Il y a comme un petit... Je suis comme, si vous voulez que je fasse de la pub, je peux en faire si c'est de mon plein gré. Si après, vous voulez que je fasse de la pub, it's worth something. Voici le email de mon agent. Voilà. Mon autre agente qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Et puis, qu'est-ce qui rend heureuse Catherine Saint-Laurent? Oh mon Dieu! C'est une bonne question, une grosse question. Ouais. Wow! L'équilibre, genre. Mm-hmm. Te sens-tu heureuse dans ta vie en ce moment? Ouais, full. Ouais? Ouais. Ça fait-tu longtemps que tu te sens heureuse? Quand même. C'est-à-dire que je pense que j'ai une personnalité positive, à base. Moi, je pars pas à moins 10, je pars à peut-être pas plus 10, mais en tout cas dans le positif. OK. Puis je suis pas une personne anxieuse non plus. Fait que je suis positive de base. Fait que c'est sûr que je suis pas trop du genre à être dans la mélancolie puis me mettre en boule dans le coin d'une chambre. Tu sais, je suis bien entourée. J'ai un chum de rêve, j'ai des amis de rêve. J'ai une belle maison, j'ai un beau chat. Tu sais, comme, c'est sûr que ma vie n'est pas parfaite. Il y a plein de choses professionnellement que j'aimerais qu'ils changent, que j'aimerais qu'ils soient différentes. Mais je pense que je suis quand même du côté des gens heureux. Ouais. C'est beau, ça. Toi, ça? Je te relance la question. Oui, êtes-vous heureux, vous autres? Qu'est-ce qui me rend heureux? Ouais. Moi, Maintenant, là, tu sais, là, c'est la nouvelle année. Oui, cette année, je vais avoir l'âge du Christ, 33 ans. Oui. Et avec la trentaine est venu le bonheur, on dirait. Ouais? Oui, davantage, beaucoup plus. Et je dirais qu'avec la trentaine, il y a comme un certain calme qui s'installe. Ah ouais, j'adore vieillir, moi. C'est on fou, est bien hein? dans la trentaine. Oui. I would never go back in my 20s. Non, jamais. Jamais. Puis c'est Jane Fonda qui disait ça. Je quote souvent Jane Fonda ici. J'adore. Oui. Parce que c'est ma reine. Mais Jane Fonda disait, la vingtaine, tu veux pas retourner. La trentaine, c'est déjà mieux. La quarantaine, c'est encore mieux. Puis la cinquantaine encore. Puis là, tu sais, au début, là, tu te dis, je vieillis. Je me rappelle quand j'avais genre 27, 28, j'étais comme, tu sais. Mais là, on dirait que je suis comme avec 33 ans, bring it on. Ouais. Moi, quand j'étais au conservatoire, je disais, tout le monde me demandait mon âge, puis j'étais comme, moi, j'ai 23 pour toujours. 23 pour toujours. Tu sais, j'étais comme, ne veux pas. Je voulais pas vieillir. Mm-hmm. Maintenant, je suis comme, voyons, j'étais bien conne. C'est donc bien plus le fun d'avoir 33. Ben oui. C'est parce qu'on dirait que, on dirait que enfin dans ma vie, genre, je profite pour vrai.
Mais tu sais, t'es qui aussi. Pour vrai, là, la quête. En tout cas. Tu sais, en tout cas, moi, je sais sont où mes limites. Je sais ce que ça me tente pas, ce que ça me tente. No bullshit. Tu sais, comme mettre ses limites dans la vie. C'est plus facile aussi. Ça rend heureux, hein, tu sais. Être vraiment plus moi-même, en fait, je pense que ça se passe en ce moment. Puis j'ai l'impression que ça se continue. Puis il y a vraiment comme. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans ma vie qui fait que je suis davantage heureux, ouais. Puis qu'on dirait que maintenant, je suis comme, hey, le bonheur, c'est peut-être ça, finalement. Je pense que c'est des fois, je me pose la question, je suis comme, c'est ça, être heureux? Tu sais, comme, tu sais. Mais il y a quelque chose de se connaître profondément puis d'être à l'écoute vraiment de ce qu'on ressent puis de qui on est qui définitivement, une partie de la réponse, là, ça, c'est sûr. Ben moi, je reconnais quand même que tu prends des décisions vraiment... Moi encore. Non, mais j'aime ça aussi, faire la psychanalyse aussi des changements dans nos vies. Mais tu sais, je le vois aussi, les décisions que tu vas prendre pour toi, pour ton bonheur, puis fuck ce que les gens pensent, puis tu vas juste dire ce que tu penses. Puis je pense qu'on est vraiment plus en ligne aussi avec les personnes qu'on est quand on est rendu plus vieux, parce qu'on a vécu tellement d'expériences dans la vingtaine. Je pense que c'est ça, la vingtaine, c'est d'expérimenter aussi, de faire plein de choses pour savoir, ça, c'est peut-être moins mon genre, ça, oui, ça, j'aime ça. Puis on dirait que la trentaine, tu vas expérimenter encore plus, mais c'est plus précis, tu sais. Ouais, c'est plus balisé. Oui, puis je te demandais la question sur se comparer, justement. Tu dis que tu te compares pas, je te trouve chanceuse de faire ça, parce que moi, je me suis comparée tellement longtemps. Je me compare quand même, là. Il y a des jours où je me regarde, puis je suis comme, mon Dieu, j'aimerais être belle comme elle. Oui, ça m'arrive c'est sûr, mais moi, dans ma vingtaine, je me suis tellement comparée, puis j'avais l'impression que j'avais pas le respect de mes pairs, mettons professionnellement, puis là, je voulais faire telle affaire pour plaire, tout ça. Maintenant, je m'en fous. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'être unapologetic. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, c'est Rihanna qui l'a dit. Ben, c'est... je sais jamais comment le traduire, mais moi ce non mot-là... plus, mais on se comprend. Ce mot-là, pour moi, je l'ai dit en plus, c'est une façon de tourner. C'est pas genre impardonnable, mais c'est plus comme... Non, c'est comme... Je sais pas, Talia va nous le dire, là. Mais ça veut dire de ne pas s'excuser de rien, d'être comme... Exactement. That's me, that's who I am, that's what you get, and that's it. Et Madonna a une chanson qui s'appelle Unapologetic Bitch. Bon, on rajoute le bitch, obviously. C'est ce que je suis pour avoir vu Madonna en fin de semaine. C'est exactement ça. Il y a comme un... C'est ça. Puis ça, je l'étais pas à 22 ans, tu comprends? Puis là, maintenant, aujourd'hui, à 32, presque 33, je suis comme, oh mon Dieu, oui, je le suis. Maintenant, c'est non, c'est non. Oui. Carl, quand c'est non, c'est non. Ah, puis ça fait du bien de dire. Ah, oui. Tu sais, quand tu fais un non bien senti ou quand t'envoies un courriel, puis c'est... Non, merci. Non. Bye. Avant, c'était comme, il faut que je dise oui à tout le monde. Maintenant, c'est non. Si tu m'aimes pas, ben tant pis, change pour un autre, tu sais. Exact. There's plenty of fish in the sea. Comment tu te sens depuis que tu es arrivé dans la trentaine, justement? Ben, bien. Bien, hein? Ben oui. De mieux en mieux. Fait que tu retournerais pas, comme tu as dit dans ta vingtaine, jamais. C'est juste pour genre avoir l'énergie de ma vingtaine. Ça serait la seule bonne raison. Fatigué, hein? Si je suis toastée, à 9 h, je suis comme, bon, on va aller me brosser les dents. C'est sûr que je prendrais l'énergie. Ça, ouais. Ça serait l'énergie, en même temps, je suis vraiment contente d'être à 7h30 en pitch avec ma tisane. Je suis comme, j'accepte que c'est ça ma vie. Je suis vraiment OK avec ma tisane à 7h30. Là. Puis quand je vois tes stories que tu es dans un chalet encore, je suis comme, elle comprend l'essence d'un chalet. Nous aussi, on y va souvent, puis ça fait du bien, tu sais. Pas besoin d'être tout le temps sur le party, là. Ah non, ça me tente plus d'être sur le party. Ça me tente plus. Je suis comme... J'ai fait le party le 31, je suis comme, je m'en remets encore, tu sais, comme... Je dormais à 10 heures, mais toi, t'as fait le party. Moi, j'ai fait le party au jour de l'an et j'étais très surpris de moi parce que moi, je sors jamais. Et ça a été vraiment cool, ben oui. Mais je suis fière de toi. Ben oui, j'ai frenché. Ah, j'adore! Et là, 2024, là, on veut des détails croustillants sur ta vie. On French. Oui, je vais essayer de partager, mais je vais faire comme Catherine, garder un peu de mystère. Parce que... cultive ton petit mystère, là. Ben oui, c'est important. Tu as dit dans une entrevue, parce que on a fait des recherches sur toi, Catherine. Tu as dit en entrevue que ton passé relationnel n'était pas tout rose et que tu avais dû reprendre ton optimisme en main pour aller mieux. Et là, justement, tu dis que tu es une fille qui est optimiste. Ouais. Mais là, de ce que je comprends, t'as pas toujours été comme ça ou... Ben, c'est ça que t'as dit en entrevue. Qu'est-ce que ça veut dire un passé relationnel plutôt lourd? C'est tes relations amoureuses en particulier? Oui, relations amoureuses. Dans ma vingtaine, justement, ont été quand même catastrophiques. Là. Vraiment des patterns de gars narcissiques, des relations toxiques, super malsaines, où un moment donné, j'ai fait « c'est assez ». Les premières fois où j'ai commencé à dire « non, c'est fini, là, je mets mes limites ». Là. C'est ça, c'est vers la fin de la vingtaine où j'ai dit ça, là, des gars de même, là, c'est terminé. Je ne veux plus ça. Amen. 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 Non, mais quand tu te rends compte... Oui, vraiment, quand tu te rends compte le moment où tu fais « Hey, esti, c'est fini ».
Ouais. J'en veux plus de ça. Moi aussi, je l'ai vécu ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme, je pense que ce que je disais, c'est qu'il y a eu un moment où, consciemment, je me suis rendu compte que j'étais dans des relations qui étaient toxiques, puis que ça... J'étais pas comme ça, moi. Je suis pas drama, je suis pas genre backstab, je suis pas... Je suis pas jouée dans le dos du monde. Genre, fondamentalement, je suis pas comme ça. Puis je pense que dans ces relations-là, je jouais un peu genre le jeu d'être la bad girl, puis d'être avec des bad boys. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais je suis vraiment pas comme ça. Je suis malheureuse d'être avec des gars comme ça. Donc, bye, c'est fini. Comment tu fais justement pour prendre ton contrôle? Ben, je pense que ça a été pour moi d'identifier c'était quoi le problème. C'était quoi le problème chez ces gars-là? Qu'est-ce que j'allais chercher chez ces gars-là? Mais ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Pourquoi est-ce qu'on est autant attiré envers les bad boys? Moi, je pense qu'on crave... Parce que t'étais aussi attiré avant d'être avec ton chum. Ça fait des années que t'es avec ton chum, mais avant, t'aimais les bad boys aussi. Qu'est-ce qu'on aime de ça? Moi, je pense que c'est le craving de se sentir vu et de sentir des fois que... Des fois, là, pas la chicane, mais tu sais, genre la tension, puis genre, tu sais, là, il y en a un qui tire du bord, l'autre qui tire l'autre bord. Ça, oui, mais ça te fait sentir vivant. Puis c'est pas toujours positif. Mais moi, c'est de la façon que je suis capable de répondre à ta question, c'est que je me sentais vivante, tu sais, de sentir que faut que je travaille, puis que là, finalement, c'est moi qui ai le gros bout du bâton, puis là, tu sais, ça se tire de tous les bords. Aujourd'hui, dans des relations saines, ben, vous découvrez que vous pouvez vous sentir vivante, mais de cette façon-là aussi. Ouais. Mais je pense aussi que d'un point de vue strictement féminin, dans ces relations-là, avec ces gars-là sont tous des oiseaux brisés, là. Tu sais, ils ont besoin d'être flattés dans le dos, puis ils ont besoin, genre, de quelqu'un qui prend soin d'eux. Puis je pense que la nature, quand même, de la femme... En tout cas, pour moi, il y avait beaucoup de, genre... save this bad boy, un peu, là, tu sais, de dire, oh mon Dieu, il va tellement pas bien, je vais l'aider, je vais le... Moi, j'ai eu des amis là, de mes ex qui ont dit, depuis qu'il est avec toi, il a changé, il va tellement mieux. Mais tu sais, ça n'a pas duré longtemps qu'il est redevenu un trou de cul, là. Tu sais, comme... Je pense que... Puis il y a quelque chose de très... pas satisfaisant, mais de gratifiant quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui va pas bien, de sentir que toi, tu contribues à l'aider, puis à l'amener vers comme une réparation, puis vers un bonheur, mais comme, hey, je suis pas psy, là, moi, c'est pas supposé être ça, ma job, de te réparer, là, tu sais, c'est supposé être... On est dans une relation 50-50, puis... Oui, puis on dit souvent aussi que pour être en couple, puis que ça soit sain, puis que tu réussisses à aimer quelqu'un d'autre, il faut aussi que toi, tu fasses ton travail toi-même. Je pense pas qu'il y a personne qui peut t'aider à régler tes problèmes, sauf toi-même. Je pense que c'est ça... c'est ça l'affaire avec les bad boys. Mais toi, les bad boys, t'aimes quand même ça aussi. Ben oui. Je posais la question parce que je suis victime de ça aussi. Qui n'est pas victime des bad boys? Mais tu sais, à un moment donné, ça devient passé date, un bad boy. Ouais, je pense que c'est ça. Ça a vraiment une date de péremption, un bad boy. Tu sais, à un moment donné, c'est cool au début. Moi, je vais me faire un T-shirt. Ça, c'est vraiment drôle. Ben oui, parce que pour vrai, c'est cool au début, puis après, mais tu sais, à un moment donné, ça devient plate. Je pense que c'est rendu dans le temps de Noël, là, quand faut que tu présentes ça à ta famille, là, puis que tu arrives aussi dans la famille du bad boy, c'est comme moins... Ouais, fun, tu sais. Puis que finalement, il est comme, ça me tente pas dans ta famille. Puis là, il faut que tu dises que, il devait venir. Puis là, finalement, il vient pas parce que, God knows why, là, il se baigne il y a un match de hockey. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que, tu sais, moi, j'aime ça maintenant, les hommes qui sont sensibles, qui sont vulnérables, qui sont, tu sais, pour moi, c'est ça, un homme, tu sais. Adulte c'est pas un bad aussi, boy. là. Oui. Adulte, là, être comme, voici ce que je ressens. Être comme transparent. Que veux-tu? Voici ce que je veux. Tu sais, communication. On dirait que toute ma vie, j'ai cherché ça. Je pensais que ça n'existait pas, mais ça existe. Mais c'est... Ça existe, mais elles sont rares, j'ai l'impression. Courage. Merci. Merci. Je continue à penser que ça se peut, mais... Ouais, ça veut dire que ton chum, il est gentil puis il est fin. Ben oui, c'est tout ça que ça veut dire, ce que j'ai pas dit. Ouais. Ben, c'est ce qu'on comprend de ce que tu viens de dire, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Un petit peu plus de 5 ans. OK, quand même. Ouais. On aime ça. C'est quoi le signe de ton chum? Il y en a en février, je sais même pas. Fin février? Verseau? Ouais. Fin février? 17 février. Ouais, moi, je suis poisson, Verseau. ça commence le 20. Fait que il est avant. Ouais.
Toi, t'es qu'est-ce que ça dit qu'il Bélier? est Verseau? Moi, je suis Bélier. Ah, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je suis vraiment pas signe astrologique. Camille adore parler d'astro. Non, mais c'est parce que moi, je le dis souvent, il y a certains signes que je connais bien et il y a d'autres que je connais un petit peu moins. Mais de ce que je sais des Verseaux, c'est des gens qui sont souvent super excentriques, qui ont souvent des goûts particuliers, tu sais, qu'ils vont arriver au resto puis ils vont prendre l'affaire la plus flyée du menu. Vraiment pas mon chum! Mais c'est ça. Mais encore là, l'astrologie, c'est parce qu'il faut parler des big trees. Tu sais, c'est quoi son ascendant, c'est quoi sa lune. Tu sais, là, après ça, on peut faire une psychanalyse un petit peu plus avancée. C'est juste que moi, j'aime ça savoir. Parce que le bélier, je connais très bien parce que ma lune est en bélier et je suis ascendant bélier. Donc, c'est des gens qui sont très fonceurs. Je m'entends très bien avec les autres béliers. C'est vrai? Les meilleurs chums de femmes, amis gars, ça a été souvent des béliers. C'est des gens qui prennent le lead, là, qui n'ont pas peur de foncer, qui aiment les projets, qui ont... Ouais. Mais tu sembles ça. Souvent, les artistes aussi sont beaucoup des béliers aussi. Moi, ce que j'aime aussi de toi, quelque chose qu'on a en commun, que j'ai dit, ben là, je sais que tu fais beaucoup de sport et tout ça, le wellness. Oui, c'est sûr que là, c'était Noël. Oui, non, c'est ça. Est-ce que tu prends autant soin de ta santé mentale que de ta santé physique? Parce que des fois, j'ai l'impression que quand tu viens d'un background de danse ou que c'est physique, en tout cas, de ce que j'ai déjà entendu, ça peut jouer beaucoup sur le mental aussi, la discipline, la rigueur, de tout le temps penser au physique, d'être hyper conscious de son corps. Est-ce que tu as fait le même travail aussi pour ta santé mentale? Ben, je pense que quand je faisais de la danse, j'avais pas un rapport malsain à mon corps. Je pense que je m'en crissais pas mal. Fait que je pense... Wow. Ouais, je pense que je me suis jamais starve. J'ai jamais... après, j'ai une conscience de mon corps. Oui, j'ai des complexes. Je suis hyper consciente de mon corps. Mais ça m'a jamais amenée dans des zones de troubles alimentaires ou une espèce de compétition malsaine. Fait que, tu sais, je sens pas que j'ai eu à me réparer de ça. Cela dit, comme tout le monde, je veux dire, je trouve ça dur de vivre dans un monde où tout le monde doit être parfait, puis beau, puis pas de rides, puis mince, puis tu sais, c'est comme... C'est sûr que je vis avec toutes les espèces de faux standards de beauté de la société, mais j'ai pas eu de trauma à régler, mettons, par rapport à ça. OK. Fait que je pense que... Puis aussi, je pense qu'il y a beaucoup des filles dans ces milieux-là que ces comportements-là viennent avec une compétition envers les autres. Et moi, je suis vraiment pas une fille compétitive envers les autres. Je suis pas jalouse des autres. Ma seule compétition, c'est moi-même. Ça a toujours été moi-même. Fait que, je sais pas, peut-être que à cause de ça, ça a pas trigger cette affaire-là. Peut-être que j'aimais juste pas ça assez pour comme m'en rendre malade ou je sais pas. Ben c'est bon. Tant mieux. Je suis contente d'entendre ça parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le temps de même. Souvent, dans le monde de la danse, le monde des femmes, justement, on va tellement se comparer, on va regarder tout le temps les autres. Tu sais, c'est quoi l'émission des gens qui dansent? Révolution? Non, c'est américain. Dancing with the Stars? Ouais, on ballon les Non, c'est une vraie série fictive là, où que c'est des gens qui font du ballet. Voyons. En tout cas, peu importe. Puis justement, je trouvais qu'on voyait souvent ça, ce genre de compétition-là, puis l'aspect de santé mentale après ça qui en prend un coup parce que tu te dévalorises, puis là, tu sais, si ton corps n'est pas assez ci, assez ça, tu sais, des fois, tu vas vraiment te le faire critiquer, tu sais, surtout dans le monde du ballet, souvent, tu vas te faire dire que tu as pris du poids ou whatever. Dans le monde du ballet, oui, sauf que moi, j'ai étudié en danse contemporaine. La danse contemporaine, ça c'est pour tous les corps. Fait qu'on avait tous des corps très, très, très différents. Puis ça welcome, ce qu'en français, ça invite les... ça inclut tout le monde. Ça inclut tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que si j'avais vraiment fait du ballet, du vrai ballet à l'école supérieure de ballet, c'est sûr que je serais tombée là-dedans. Mais tu sais, vite, la danse contemporaine, c'était pas à propos de ça. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus axé sur ton unicité. Qu'est-ce que toi, tu peux amener? Quelles sont tes forces à toi? Comment toi, tu te développes personnellement plutôt que fitter dans un moule? Fait que l'idéologie de pensée fondamentale du ballet et de la danse contemporaine est diamétralement opposée. Fait que ça n'a pas cultivé cette affaire-là chez moi. Wow, je savais pas ça, tu vois. Ouais, c'est quand même... Au final, on voit quand même certains types de corps en danse contemporaine, mais... Oui, c'est vrai, ça.
mais c'est beaucoup plus loose, là. Ouais, c'est moins axé sur le corps en tant que tel. C'est moins genre, vous devez tous avoir la même grosseur de taille et la même longueur de jambe et la même... On pourrait en faire, Carl. La danse? La danse contemporaine. Mais moi, j'adore danser, tu sais. J'ai dansé beaucoup en fin de semaine à Madonna. Je vais complètement ailleurs. Un sujet que tu as déjà parlé aussi et que je trouvais super intéressant de parler ici parce qu'on s'en fait parler souvent de l'amitié. C'est un sujet qu'on parle souvent ici. Puis ce que j'aime beaucoup de ce que tu partages, c'est que tu t'affiches beaucoup avec tes amies féminines. Oui. Les amitiés féminines, pour toi, ça a l'air super important. Est-ce que ça a été toujours ta vie? As-tu toujours été toute ta vie entourée de femmes, des amies de femmes? Ou c'est quelque chose que tu souhaitais avoir un jour puis que finalement, tu as maintenant dans ta vie? Je te dirais que j'ai eu des traumatismes d'amitié, mettons, au secondaire. Avec des filles? Avec des filles. On était une gang de 3 filles, OK? 3? 3. Comme dans Mean Girls? Ouais. Toujours un third wheel. Who was the third wheel? Oh non! This girl. C'était toi? C'était moi la third wheel. Il y a un été, OK, il y a une des 2 filles, elle m'a dit, on veut plus que tu sois notre amie parce que t'es trop belle, tous les gars te regardent. Alors, j'ai perdu mes 2 amies. Fait que, tu sais, après ça, moi, j'étais comme... C'est vraiment... Mon Dieu, elle était comme Regina George. Oui. Ouais, c'était... Ouais, il était pas super fine, tu sais. Étiez-vous populaire? Non. Je pense pas. Je sais pas, j'ai très peu de souvenirs de mon secondaire, mais... Je me rappelle au secondaire, là, puis te faire dire ça au secondaire, là, que par tes 2 amis, là, tu te fais flusher, ça devait être... C'est le cauchemar. Ouais. C'était vraiment pas le fun. Puis je pense qu'après ça... Après, il faudrait que je fasse une psychanalyse, là, mais... Après, je pense ce break-up-là d'amitié, je me suis beaucoup tournée vers des gars. Fait que j'étais vraiment toujours juste avec mes chums, qui étaient pas super sains, là, non plus, puis des relations super toxiques où, genre, c'était juste about eux. Fait que j'étais comme longtemps sans avoir d'amis de filles. J'étais aussi juste entourée de filles. Après, tu sais, je suis déménagée à Montréal, j'étais juste avec des filles pratiquement à l'école de danse. J'avais quelques nouvelles amies de filles, mais ça a été... Avant que je rencontre, mettons, la gang d'amis de filles que j'ai en ce moment, tu sais, que ça fait peut-être 10 ans qu'on est amis, il y a eu un 5, 6, 7 ans où j'avais pas vraiment de vrais amis de filles. C'est parce que tu avais de la misère à faire confiance à nouveau à des femmes? Peut-être. Ouais. Peut-être là, la psychanalyse qu'il faudrait que... Il faudrait que ce soit là qu'elle se glisse, là. Mais j'imagine, je me suis comme réfugiée chez des gars parce que peut-être que ça m'avait comme traumatisée puis ça m'avait affectée. Fait que... Il y a eu beaucoup de moments dans ta vie où tu étais avec des hommes beaucoup, hein? Tu avais des amis de gars aussi. Ouais. Tu as toujours été beaucoup entouré. Tu as une gang de filles aussi. Ouais. Mais t'aimes beaucoup être avec des... Je disais beaucoup, moi, que j'étais one of the boys. Je buvais beaucoup de bière avec les gars. Puis, c'est ça. Ben, comme caractère frondeur, les gars. Comme mais moi, j'aimais ça parce qu'on parlait pas tant de nos émotions. Ouais. Puis j'étais pas en compétition non plus avec eux. Puis drama free. Ouais, vraiment. Puis j'ai écouté dans un podcast justement que les amitiés féminines, c'est souvent comme face à face. On va aller prendre un café. Ah, puis les gars, c'est Sarah Maud Beauchesne qui m'a appris ça la semaine passée. Ah, ouais? Comme, wow. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est tellement bon. Vas-y, non, explique-le. OK. Ben, je sais pas si je vais bien l'expliquer. Là. Je l'ai écouté ce matin, cette entrevue-là. C'est que les énergies féminines, c'est très face-to-face. Fait qu'on va aller parler dans un café, on va être face à face. Ça a été ça toute ma vie parce que moi, j'ai juste eu des amis de filles toute ma vie. C'est ça, mais c'est le fun. Oui. Mais les énergies masculines, c'est beaucoup plus de côté à côté. Shoulder to shoulder. C'est ça qu'ils disent. On fait un projet de réno ensemble. On joue on va aller faire du sport. On accomplit côte à côte. Ouais. OK. Tandis que les filles, c'est comme on se regarde dans le blanc des yeux, puis qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment tu vas? C'est drôle qu'on ait entendu ça cette semaine. En tout cas. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de compétition dans les amitiés féminines ou entre hommes? Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'entre filles, en tout cas, ça, c'est mon interprétation, on a une compétition, oui, parce que c'est sûr qu'on va toujours se comparer, mais les gars, ça va être dans le sport, tu sais. Ça va comme pas être personnel de ce que j'ai l'impression, tu sais. Ils vont se comparer. Mais aujourd'hui, ça doit être forcément différent pour toi parce que t'as des belles relations d'amitié féminine puis tu te sens bien là-dedans puis c'est cool. Oui, mais moi, je suis pas dans un rapport de compétition en général avec ces filles. Là. Ça m'intéresse pas. Là. Mais quand tu étais plus jeune, tu sentais-tu ça de la part des autres? Peut-être pas de des toi, autres, je l'ai senti. Oui, tu t'es fait flusher. Maintenant, on n'a pas du tout ce rapport-là dans ma gang. Fait que moi, je pense que les filles, une fois que tu comprends que tu veux pas être dans ce rapport-là avec les autres filles, la solidarité puis la communication, c'est vraiment strong. Tandis que les gars, ils peuvent être dans une compétition puis une jalousie sans jamais ne se l'avouer, sans jamais. Puis que ça crée des espèces de tensions, genre sans que ce soit du non... De l'incompréhension, beaucoup. Oui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup dans le sharing entre femmes puis dans la solidarité qui, je sais pas, qui je pense qui peut être plus sain que ben oui. Chez les hommes qui ont tendance à... Puis j'ai été entourée de filles toute ma vie, puis j'ai été élevée par des femmes, j'ai été entourée de femmes toute ma vie, puis
je l'ai vu vraiment souvent, même quand j'étais plus jeune, les femmes, je voyais la compétition entre les femmes elles-mêmes, puis je trouvais ça incroyable. J'étais comme, mon Dieu, tu sais, ça m'est arrivé tellement souvent de devoir régler des chicanes entre mes amis, tu sais, de filles, parce que... Puis aujourd'hui, on dirait que c'est plus... Ben, c'est parce qu'on a vieilli aussi, mais c'est quand même présent. Oui, c'est pour ça que je voulais te parler de ça, du girlhood, parce que je trouve ça vraiment cool de voir ça, puis que ça a l'air genuine, puis genre sincère pour vrai, tu sais. Mais je pense que ça change. Ça me fait... je suis en train de... Ça me fait penser, je suis en train de rebinge toutes les saisons de Mad Men en ce moment. OK. Puis au début, les filles dans le bureau, ils sont en compétition. Tu sais, il n'y a pas de solidarité féminine parce que le modèle de fonctionnement, c'est les hommes. C'est ça. Puis à un moment donné, les filles commencent à s'entraider puis à comprendre que ils sont plus fortes puis que c'est plus le fun s'ils sont amis plutôt qu'en compétition. Puis, tu sais, on le voit, c'est dans le temps, avec les mœurs, ça change, ouais. Puis il y a comme un changement qui se fait en ce moment, là. Bien, je pense que oui. Puis je pense que les femmes se rendent compte que ça sert à rien On a tellement été endoctrinés à model les comportements masculins, puis on se rend compte que ensemble, en solidarité, on est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Ça sert à rien, la compétition. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un changement de mentalité, puis je sais pas si c'est un trend, mais... C'est Barbie. C'est Barbie. C'est Barbie. Mon Dieu, c'est Barbie. Oui, mais tu sais, il y a tellement... C'est la révolution, pour vrai, c'est la révolution Barbie. Il y a beaucoup, ben tu sais, il y a juste en ce moment, tu sais, tout ce qui s'est passé avec Color Purple et tout ça, comme... Tu sais, tu voyais les actrices qui ont l'air soudées, qui ont l'air ensemble, puis là, quand même, les médias essaient de montrer qu'ils sont en chicane, que quand même, qu'il y a un problème, puis là, il faut tout le temps... Tu sais, puis toute ma vie, j'ai tellement été fascinée par le star system. Je veux dire, c'est toujours ça. On va toujours comparer les femmes, faire qu'ils sont en chicane, sont toujours fâchées l'une contre l'autre. Et là, il y a comme une genre, même dans les médias, de révolution de genre, ben, on n'est pas en chicane ou genre. Non, Gwyneth Paltrow est super chum avec la nouvelle blonde avec Dakota Johnson. C'est Miranda Kerr est fucking chum avec Katy Perry. Tu sais, comme, on n'aurait jamais vu ça. Exactement. Il y a 10 ans. Tu sais, là, c'est comme, ils mettent ça de l'avant de comme, hey, c'est correct, on n'est pas obligé de saillir la gang. Et si maintenant je te demande d'expliquer c'est quoi la solidarité féminine pour toi, c'est quoi? Oh mon Dieu. C'est une grosse question. C'est une grosse question. Oh my God. Mais même toi, tu peux y répondre parce que tu as une gang de filles aussi. Tu sais, la solidarité féminine, la sens-tu? Oui, je la sens. Moi, je la davantage sens maintenant. Quand je sens que mes amis show up quand j'en ai besoin. J'allais dire, ouais. Pour moi, c'est ça quand même la solidarité, c'est de sentir que si j'ai besoin de support, de renfort, elles vont être là, puis il n'y aura pas de jugement à travers ça, puis ça va même pas être comme, ben là, comment ça... Non, c'est comme, qu'est-ce que tu as besoin, je vais être là. Pour moi, c'est ça, la solidarité, puis c'est de tout le temps vouloir lift up les autres femmes alentour de toi pour qu'elles grandissent, pour que ça fasse un effet, tu sais. Ben, c'est Barbie, dans le fond. C'est vraiment ça. C'est aussi, c'est Barbie. C'est vraiment ça. Ouais. Ben, je suis complètement d'accord. Moi, ça me fait juste penser à... Il y a une couple de mois, genre, j'ai fait le party avec une de mes amies. Le lendemain, on est fucking hangover. Puis là, il faut qu'on prenne la route pour aller voir une autre de nos amis. Puis on est comme, oh mon Dieu, c'est que ça me tente pas. Je suis dans mon lit. Puis on s'appelle. Puis on est comme, notre amie est en break-up. Elle va pas bien. On va prendre nos tabarnak, des clics, nos claques. Puis on va y aller. Ça, c'est le girl. Tu sais, c'est comme, un moment donné, il passe par-dessus ton hangover. Là. Il n'y a pas on te choke. Là. C'est comme, elle a besoin de nous, on y va. Pas de question. Genre. Ouais. Puis c'est fou parce que, encore dans le podcast que j'écoutais ce matin concernant ça, de continuer de conserver notre communauté qu'on s'est bâtie. Avec la pandémie, j'ai l'impression aussi qu'on a comme glorifié le fait de prendre soin de nous, de dire comme non, aujourd'hui je prends du temps pour moi, je refuse tout ce qu'on m'a proposé, je reste chez moi et je fais du self-care. Puis ce que j'écoutais, c'est dans l'état du jeu, je vais le dire là, parce que c'est vraiment un super podcast super intéressant. On va souvent confondre le self-care avec du self-comfort. Puis ça, il y a comme vraiment une nuance à apporter. Souvent, tu sais, des fois, on va se dire j'ai vraiment besoin d'une journée pour relaxer, puis penser à moi, puis prendre soin de moi. Mais des fois, prendre soin de soi, c'est aussi d'être énergisé à travers les autres personnes, à travers les amis, à travers les relations que tu bâtis. De là pourquoi on est la vie sociale. Et voilà, très important pour nous. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre à mettre dans notre routine. C'est les engagements qu'on a pris envers nos amis. Il faut les respecter, tu sais. Puis j'ai l'impression que, tu sais, c'était tellement populaire durant la pandémie, puis post-pandémie, un petit peu de dire non, c'est important, puis de rester chez soi si tu files pas. Mais des fois, c'est vraiment important de show up quand il faut show up pour ses amis, puis pour les gens à qui tu as donné ton mot, comment on dit ça, ta promesse. Ta promesse, c'est ça. Puis moi, je pense que ta parole, c'est ça. Ta parole, oui. Pour moi, c'est comme une bonne amie. De plus en plus. Je pense que j'ai été une semi-bonne amie. OK.
dans le sens que je suis une fille très, très, très indépendante dans la vie. Comme ma mère me dit tout le temps, tu m'appelles jamais. C'est comme, je parle à mon frère 3 fois par an. Tu sais, comme je suis très, très, très... Je peux ne pas parler à personne, moi, pendant des jours. Pas très bélier, de chez nous. Puis vraiment, pas de problème, là. Je suis quand même un chat sauvage. Fait que je pense qu'en amitié, c'est tough parce que je donne pas beaucoup. Mais plus je vieillis, plus je me nourris de ces amitiés-là, puis plus je me rends compte que ça me fait du bien. Fait que je te dirais que je change. Puis plus je vieillis aussi, plus je chéris mes amis, ce cercle-là, puis que pour moi, ça devient comme une famille, puis il faut que j'en prenne soin, puis je me rends compte que c'est important d'en prendre soin. Puis avant, c'était un effort pour moi. Maintenant, c'est plus un effort. Mais je reste quand même de nature très indépendante. Je changerai pas ma nature du tout au tout, mais je te dis, ça change. Je me reconnais quand même en toi quand tu dis ça, parce que je pense aussi que je suis quand même assez indépendante. Je confirme. Mais quand tu le réalises, puis tu réalises aussi les besoins des personnes alentour de toi, c'est là que tu es capable aussi de mettre de l'eau dans ton vin, là, si on veut. Là. Oui. Est-ce que toi, tu viens d'une grosse famille? Non, pas particulièrement. Non, c'est ça. J'ai juste un frère, 2 parents. Ben c'est ça. Mais ça me fait juste penser, ce que tu dis, c'est aussi quand ça fait longtemps que tu es dans une gang d'amis. Ouais. Tu sais, moi, je fais un bout de chemin de mon côté, mais mes amis, ils savent aussi, ils connaissent ma nature, ils apprennent à la connaître. Au début, ils sont comme, c'est confrontant parce que t'es un peu jamais là. Ouais. Mais à un moment donné, ils sont comme, t'es comme ça. T'es comme ça. Tu sais, on devient, je disais ça justement à Noël avec mes amis, je suis comme, c'est le fun parce qu'on est comme un vieux couple. On est tous un vieux couple en gang. Fait que je le sais comment tel ami va réagir si je fais ça. Je sais comment tel ami. Si nous, ensemble, on fait ça. Tu sais, comme, on se connaît aussi. Fait que je pense qu'on se fait plus attention à cause de ça. Ouais. Puis on accepte davantage aussi les autres, comment ils sont. Exactement. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est aussi ça dans notre amitié qui a beaucoup changé avec les années aussi. C'est qu'on se comprend davantage, on sait qui on est. Fait qu'on sait comment l'autre va réagir. Puis moi, c'est ça que je trouve beau de l'amitié. Plus je vieillis, c'est que je comprends davantage chacune de mes amitiés, puis qu'elles sont uniques. Ouais. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de différent avec chaque personne avec qui j'ai des relations, tu sais. Et je me sens davantage respectée dans qui je suis qu'avant. Tu sais, parce que combien de fois c'est arrivé où j'ai dit non, puis là, telle personne est fâchée, telle personne comprend pas. Aujourd'hui, il y a moins ça, et c'est plus léger. Ouais. Tu sais, puis en même temps, ça me pousse à moi aussi accepter davantage les autres. C'est comme donnant-donnant, tu sais. Oui, puis quand tu te fais pas reprocher des choses, t'as comme envie d'être plus avenant, puis d'être plus... Si tu te fais taper sur la tête, puis t'as un ami qui dit « t'es pas assez ci, t'es pas assez ça », un moment donné, t'es comme hey, « fuck you, aussi. Pourquoi t'es mon ami d'abord? » Tu sais, comme, il y a comme... C'est ce que je me disais il y a aussi, souvent. je sais pas, il y a plus de liberté, il y a plus de fun. Tu sais, au sens où je vais faire mon bout de chemin, je vais essayer de faire de donner ce que je peux, mais il y a certaines choses que je peux juste pas donner parce que je suis juste pas de même. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool de se faire bien cerner par ses amis autour. Tu sais. Totalement. Est-ce que, dans le fond, je pose ma question en même temps, mais tu sais, souvent, il y a des gens qui, quand ils vont tomber en couple, là, tous les amis vont un peu prendre le bord. Puis là, tu sais, est-ce que tu as été un petit peu de même au début? Tu disais justement que tu étais comme plus amie vraiment, puis là, tu étais beaucoup avec tes chums de gars, puis avec tes chums. Est-ce qu'il y a eu une période où justement, tu as comme mis all-in sur une personne, tu sais? Ben, c'est-à-dire que je pense que quand il y a eu le switch où genre les bad boys puis les trous de cul, ça a été fini, je pense que ça faisait partie un petit peu des comportements toxiques que tu as dans ces relations-là. C'est que tu donnes tout à un gars puis le reste prend le bord. Je pense que c'est beaucoup ça que je faisais. J'ai pas l'impression que maintenant je le fais, puis je pense pas que je l'ai fait depuis que je suis avec mon chum présentement. Là. Je pense que quand je disais l'équilibre, pourquoi tu me posais la question, pourquoi tu es heureuse? Je pense que j'apprends, puis je dis pas que je suis parfaite, là, mais je cherche constamment la quête de cet équilibre-là. Là, fait que l'équilibre amitié, amour, travail. C'est genre une harmonie de comme essayer de tout faire fitter ensemble. Là. Je trouve que des fois, c'est comme un casse-tête là, de comme voir toutes tes amitiés, ta famille, tes amis, ton chum, puis essayer que tout cohabite bien ensemble. Moi, je trouve que c'est quand même un challenge parce que plus je réalise que ton chum ou ta blonde ou ton partenaire ne sera jamais tout ce que tu as besoin. Va jamais combler tous tes besoins. Non. Tu sais, moi, j'aime aller magasiner, aller prendre des petits cafés, tu sais, juste aller faire du chit-chat avec des amis. Mon chum, lui, il a besoin d'aller faire du sport, que ce soit extrême. Puis s'il attend ça de moi, il sera jamais comblé. Puis si moi, j'attends ça de lui, je serai jamais comblée. Tu sais, fait que c'est d'apprendre aussi à
Et c'est ça qui fait l'équilibre dans un couple. Exactement. aussi. C'est faire ça, c'est ton activité, ça, c'est mon activité. Puis on se laisse chacun faire nos affaires de notre bord. Je ne vais pas te forcer à faire telle affaire si ça ne te tente pas. Là. Non, c'est ça. C'est de vraiment garder son individualité là-dedans. Puis, mais c'est ça, je trouve que moi, cette année, ça va être ça, mon défi. De trouver cette harmonie-là à travers toutes mes sphères de ma vie, le travail, le ci, le ça. Mais c'est quand même un gros challenge, je trouve. Oui, moi, j'ai la chance quand même de... Tu sais, mes amis, ils font tous la même job que moi. Fait qu'ils comprennent vraiment. Quand je dis, hey, je tourne toute la semaine, je suis toastée. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Ouais. Ils l'ont tous déjà vécu. Ou quand mon ami dit je viens pas parce que mon chum était parti en tournée pendant 2 semaines, on s'est dit qu'on se faisait une petite soirée en amoureux. Même si ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, il y a personne qui se dit il fait 10 ans que vous êtes ensemble, pas besoin d'une soirée avec ton chum. Non, on fait comme ben oui, pas de problème. Comme, je pense qu'il y a ça aussi de vieillir, là, de laisser les autres vivre, là, puis d'accepter, de faire comme les aléas de la vie. Là, on comprend. Des fois, c'est moi qui choke parce que je suis trop toastée, puis des fois, c'est une autre, puis c'est vraiment correct. Là, de tout se respecter là-dedans, moi, je pense que ça aide à l'équilibre. De ne pas tout le temps avoir cette pression-là de... La pression d'amitié, je trouve ça tellement lourd. C'est pour vrai. Je l'ai vécu beaucoup, tu le sais. Tu l'as vécu. Je pense que tout le monde le vit. Ben oui. Tu veux te prouver à tout le monde, tu veux être le meilleur pour tout le monde, mais tu peux pas. T'sais. Non. Puis quand tu parles de retrouver son individualité, moi, je veux dire aussi que moi, depuis 2 ans, 3 ans, je le fais célibataire. Je le retrouve. Je retrouve ma propre individualité avec moi-même. Je vais chercher avec mes amis ce que j'ai besoin, mais aussi ce que mes amis ne peuvent pas me donner, je vais chercher avec moi-même. C'est vraiment powerful de faire ça. T'sais. Tellement. Les affaires que j'ai envie de faire et que personne ne veut faire, je les fais quand même pour moi, avec moi. Puis j'espère que quand tu vas être en couple, tu vas garder cette affaire-là. Il faut. Parce que ça, c'est vraiment simple. Puis pour moi, ça fait vraiment partie d'une des clés pour la longévité d'un couple. C'est de rester ce que t'es, toi, là, prendre toute ton entièreté puis le coller à celle de quelqu'un d'autre, mais pas genre la merger puis finir par l'effacer, tu sais. Parce que fait que ça, c'est important de le garder quand t'es avec quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que tu vas pas rien partager avec l'autre personne. Mais comme se conserver ça, là, cette espèce de bulle de soi. Puis même si tu es en couple et tu as beaucoup d'amis, est-ce que j'ai l'impression que la réponse, c'est oui. Tu gardes ces moments-là seul pour toi? Y a-tu des activités que tu fais toi seul? Je suis allée à Paris 1 mois et 2 semaines tout seul l'année passée. Je suis allée à Paris tout seul l'année passée, moi aussi. Hey, c'est-tu le fun, Paris tout seul? Paris tout seul? Il y a pire que ça, là, la Paris gang. Tout seul, c'est le rêve. Puis pourquoi tu avais été là-bas? Parce que j'ai un agent là-bas, fait que je m'étais dit... t'es quand même allée toute seule, puis t'as un chum, t'as des amis. 2 semaines, seule, là. Seule, tout seul. Puis qu'est-ce que t'aimes dans ces moments-là d'être toute seule? Mais comme je disais, je suis un peu un chat sauvage, puis je suis de nature assez indépendante. Fait que moi, je suis très bien toute seule. Tu sais, mettons, la journée de Catherine Saint-Laurent solo, être seule, qu'est-ce qu'elle fait? À Paris ou à Montréal? Non, oui, c'est ça. C'est sûr, c'est un peu différent, mais... Mon Dieu, je me lève, je me fais un café, je vais aller m'entraîner, je fais de la bouffe... Je vais travailler, je vais venir faire un balado, je me self-care le soir, puis je bois de l'eau, je sais pas. Non, mais ça fait du bien les journées de même. Oui, c'est... Souvent, mes amis sont comme, mais samedi, tu fais quoi? Mais moi, je me lève, je m'en vais au September Café. Oui, moi, je te track des fois à la fin de semaine. Tu me traques pour savoir ce que je fais, mais je fais pas grand-chose d'excitant, mais je fais juste aller, je vais dans mes boutiques préférées, je me promène, je bois de l'eau aussi. Mais est-ce que tu te considères comme... Parce que là, moi, j'ai compris ça quand même de ma personnalité assez récemment. Mais est-ce que tu te considères comme un extraverti ou un introverti? En plus, je pense même que j'avais cette question. Non. Mais ça, on en a parlé l'année passée beaucoup. C'est quoi le mot déjà? Ambiverti ou ambivalent? Non. Tu connais pas ce mot-là? Répondez à la question. Ben, dans le fond, moi, je pense que, en fait, c'est que je crois que tout le monde pense que je suis extraverti, mais je suis très introverti, beaucoup plus introverti qu'extraverti. Alors, les gens s'attendent de moi à ce que moi, là, tu sais, là, c'est comme on m'écrit tout le temps me faire de la promo de l'alcool, je bois pas. Tu sais, dans le sens, je suis pas sur le party, moi, mais les gens pensent que oui, mais c'est comme c'est un personnage, tu sais. Tu sais, au sens, c'est une partie de moi, mais c'est pas moi dans la vie de tous les jours. Moi, c'est comme le calme. Ouais. Genre, je me lève, je vais aller lire au café, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, je vais prendre un selfie dans le miroir aux toilettes, puis je vais aller me faire mes ongles. Puis, tu sais, c'est simple, tu sais. Je suis pareil. Ouais? Ben, c'est ça. Mais je pense que parce que je suis actrice, oui, ben c'est ça. On attend de moi à ce que je sois extravertie, puis que je... Ça, c'est lourd, des fois. Que tu fasses un show, là. Ah ouais. Moi, là, mettons, là, je vais jamais dans les quiz, là, puis ces affaires-là, télé, là. Moi, là... Tu pourrais. Je me suis fait inviter plein de fois, là. Tu y vas pour. Moi, je me sens comme un animal de foire. Es-tu déjà à l'Autricheur?
Non, il m'invite, j'y vais pas. Pourquoi? Ça m'angoisse de mentir, là. Puis, oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois là, puis que je sois drôle, puis que j'ai entertain, puis que je punch, puis je suis comme moi, je me sens comme un animal de foire. Je suis pas bien là-dedans, genre. Je suis pas bien dans ces shows-là, dans ces environnements-là. Fait que, puis les gens attendent, parce que t'es acteur, tu sois bien là-dedans, puis que t'es extraverti. Si t'es acteur, donc t'es extraverti, puis je suis comme... C'est une fausse croyance. Non, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui trouvent que je l'arbête ou que je suis froid. Tu sais, les gens qui me connaissent pas, qui me connaissent juste sur les réseaux, whatever. Hey, là, tu fais un méchant saut. Puis juste à Madonna, en fin de semaine, il y a tellement de monde qui venait me parler. Puis dans ma tête, je me disais, c'est sûr, tout ce monde-là trouve que je l'arbête. Puis que je suis pas en tout comme sur Instagram. Mais la réalité, c'est que je suis pas de même. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi, tu sais. Je suis plus la personne vraiment gênée qui va quitter rapidement si tu vois quelqu'un qui connaît parce que j'ai pas envie de parler à la personne. Ah, mon Dieu, oui. Mais... Moi, tout le monde me demande, le monde c'est comment te faire reconnaître dans la rue, puis tout le monde vient te parler. Je suis comme, il n'y a pas une estichée qui vient me parler. Non? Moi, j'ai une casquette puis des shades, puis genre, j'ai une face de merde, puis le monde vient pas me parler, là. Comme, je pense que si je serais comme, bonjour! L'autre fois, là, oh mon Dieu, l'autre fois, j'étais au Home Depot, OK? Là, j'entends un gars... des Walt siffloter puis chantonner là, derrière moi. Un homme, n'importe qui, là, un homme random. Non, ben si j'entends. OK. Là, je me retourne et là, je reconnais un comédien que je ne nommerai pas. OK. Puis, il est un comédien, là. Hey, bonjour! Puis je suis comme... Ouais, toi, tu ferais jamais ça. Tu ferais jamais ça. Mais non. Hey, toi non plus. Mon Dieu, jamais. Non, tu sais, moi, je l'ai vu puis j'étais comme... Comme je vais aller dans la 3e rangée, vraiment très bas, me cacher, genre. Ça me fait penser justement au show de Madonna en fin de semaine. Genre, j'étais sur le parterre devant la scène, tu sais, vraiment proche et tout ça. Mais moi, mon but, c'était d'aller là le plus rapidement possible, de m'asseoir, jusqu'à temps que le show commence. J'avais pas envie de parler avec les gens. Ouais. Et c'est pas parce que j'aime pas le monde. J'aime le monde, j'aime ça parler avec le monde. Mais c'est juste que... Les contextes aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Je comprends. C'est la casquette comme ça. Je le fais souvent. C'est pour ça que je porte souvent des casquettes. T'as pas gardé tes lunettes de soleil toute la soirée quasiment? Une bonne partie. Comme si le monde allait moins te reconnaître. T'as des lunettes. Non, mais c'est psychologique. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme une armure. Oui, parce que tu peux pas croiser le regard des gens. Parce que j'ai l'impression que c'est quand tu croises le regard que là, tu peux apostropher quelqu'un. Mais aussi, c'est parce que moi, je me sens mal après parce que j'ai l'impression de décevoir les gens. Ouais. Comme les gens sont comme, il y a l'air bête. Mais c'est pas que j'ai l'air bête. Qu'est-ce que ça fait? Mais en même temps, si j'avais l'air bête pour de vrai, j'ai le droit. Mais c'est ça. T'as le droit de pas avoir envie de parler. Moi, ça me tire du jus, ça me tire de l'énergie, d'être fine, de faire du small talk. Puis, tu sais, l'autre fois, j'avais une journée de promo pour une affaire de promo pour un show. Puis on est tous là, les acteurs. Puis ils vont tout le temps, on entend allô, ouais, c'est bon, hein, ouais. Puis toi, tu sais, moi, ça, là. C'est pas. Ça doit. Ah, ouais. Ah, mon Dieu, on est pareil là-dessus. Je suis ici, je fais ma job, je prends 3 photos, je fais 4 entrevues. C'est juste ça que je veux faire. Ma job, en ce moment, c'est ça. Pas de savoir si tu as fini ton sous-sol, tu sais. C'est énergivore pour moi. Mais tu sais, il y a du monde qui peut penser que ça fait snob puis fancy de même. Mais pensez ça, qu'est-ce que tu veux? My God, tu sais que je suis exactement le même aussi. Je suis vraiment fine, puis je veux jaser avec le monde que j'aime, puis que ça me tente, je vais être super généreuse. C'est pas ça, c'est juste... Je m'épargne. Oui, je comprends. Je me connais. Préserver son énergie, c'est très important. Je me préserve, puis ouais. Mais c'est ça, mais explique-le le terme. Oui, explique-le parce que ce terme-là, quand on avait parlé l'année passée... Mais là, j'ai pas ma petite chronique, là. Non, c'est vrai, c'était une petite mini-chronique. J'ai pas ma chronique. Mais c'était le terme ambivalent. Ambivalent ou ambivert. C'est comme dans le milieu entre les deux. Ouais. C'est que... En tout cas, je vais vous laisser lire là-dessus. Là, si vous avez le temps, là, allez faire une petite recherche. C'est comme entre les deux, puis moi, je me retrouvais beaucoup là-dedans, parce qu'il y a certains moments où je vais l'être, mais la majorité des moments, je le suis pas. Un des exemples, c'est justement les extravertis vont aller dans des endroits, puis ils vont adorer parler aux gens, ils vont adorer, genre, ils s'en foutent du small talk, puis les ambivertis, mettons, les ambivers, whatever, ils vont préférer avoir une conversation one-on-one avec quelqu'un, puis aller vraiment plus profond. Des fois, les introvertis vont juste préférer ne pas avoir de... Ouais. Mais en ambivert, c'est quand même... j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à des événements, mais je vais vraiment comme respecter que moi, j'ai besoin d'avoir une conversation one-on-one. Mettons, mon chum, il est comme ça. Là, dans les événements, là, si tu commences à dire « Puis ton sous-sol, là, c'est sûr qu'il part. » Tu comprends? Moi, je vais continuer la conversation. Je veux savoir c'est quelle couleur, tu comprends? Je suis introvertie, intro-tendance ambi. OK.
Je pense. Wow! Ça pourrait être ta nouvelle description Instagram. Intro tendance en vie. Mais c'est difficile. Mais tu trouves ça difficile avec ce métier-là parce que, veux pas, on rencontre beaucoup de gens. Ouais, je me sens comme un ovni, moi. Genre, j'ai l'impression que tout le monde, il veut aller au tricheur. Tout le monde adore aller au tricheur. Sauf c'est comme genre... Et même mon chien est allé au tricheur. Ton chien? Oui. Oui, son chien est allé au tricheur. Oui. Is your dog a star? Yes, he is. Oh, for real? Ouais. Non, mais il a fait une apparition parce que Guy avait besoin d'un chien déguisé en gardien de but, puis on a déguisé mon chien. Je te montrerai. C'est malade. Donc, même mon chien est allé au tricheur et pas toi. Tu vois? Je suis une anomalie. Mais je pense, mais oui, il y a comme ce côté-là, mettons, dans le milieu, c'est genre, ben là, si tu vas au tricheur, c'est nice. Là, tout le monde veut y aller. C'est comme si tout le monde se pousse pour y aller. Toi, tu y vas pas. Ben tu laisses ta place à d'autres. Ça me donne quoi, à part un paycheck? Je sais pas. Ben, c'est parce que la popularité, I guess? Non, mais pas, tu t'en fous. Mais c'est parce que ça change. On est au Québec, ça change rien. Ouais. Ça me donnera pas de contrat d'être populaire. Mais il y a des gens qui pensent ça. Oui, mais ça me... Au final, là, c'est pas parce que tu vas plus au tricheur. On bâche sur le tricheur. Là, non, on l'aime. Non, mais on parle de tous les jeux télévisés. Oui, là, c'est pas juste la le variette tricheur. ou tout ça. Oui, Silence on joue aussi. Le exposure, c'est futile. Ce n'est que pour remplir ta propre personne et te sentir vu et te sentir aimé, je pense. Et ton compte de banque. Et ton compte de banque. Puis c'est correct, puis c'est des super bonnes raisons. Il y a plein de projets que j'ai faits dans la vie parce que je voulais juste remplir mon compte de banque. Mais oui. Pour X raisons, c'est vraiment correct. Je juge pas les gens qui y vont. C'est pas ça que je fais. Je parle vraiment de moi. Là. Mais toi, si ta passion, c'est de faire du jeu, on parle ici de théâtre ou genre de cinéma ou quoi que ce soit, c'est sûr que d'aller participer à un jeu télévisé, ça te nourrit pas de la même façon. T'sais. Non. Puis c'est drôle parce que ce matin, on avait une conversation sur la différence entre la popularité et la crédibilité. Est-ce que tu sens un peu aussi que dans ce milieu-là, des fois, c'est un concours de popularité, mais des fois, ça peut nuire à ta crédibilité? Complètement. Complètement. J'ai l'impression, des fois aussi, c'est nous, en travaillant sur le web, j'ai l'impression des fois qu'on se fait un peu reprocher ça des milieux traditionnels, qu'on fait des pubs sur le web, puis que là, ci, puis que ça, tu sais. Puis là, on a tendance à voir de plus en plus de vedettes traditionnelles se pencher à faire des contrats sur les réseaux sociaux puis à promouvoir. Puis là, je me dis, mais c'est drôle parce qu'il y a 4 ans, 5 ans, on se faisait bâcher par des comédiens puis les influenceurs, c'était les pires personnes au monde. Puis là, tiens, telle personne fait une pub de char, des fois, je t'envoie des DM, on est comme, t'as-tu vu telle pub, telle personne? Ben oui, on fait ça parce que... Mais moi, je me questionne... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Non, mais je me questionne vraiment beaucoup, justement, au fait que, tu sais, mettons, depuis 2-3 ans, je suis vraiment plus présente sur les réseaux sociaux qu'avant. Ouais. Puis je me questionne tout le temps de dire, est-ce que les médias traditionnels vont penser que j'ai plus de crédibilité puis je suis moins une bonne actrice parce que je m'expose sur mes réseaux, tu sais? Je me pose toujours la question. Puis je suis toujours en train de... Remettre ça en question. Ben, de me dire... Parce que c'est sûr qu'on te demande de faire plein de trucs d'influence. Ouais. C'est sûr. Tu dis oui, des fois. Ben oui. Quand tu dis oui, est-ce que tu te poses toujours ces mêmes questions-là? Y a-tu vraiment comme à chaque fois une démarche de réflexion? Ben, c'est que je me dis toujours comment ça va être perçu par le média traditionnel. Mais en même temps, moi, le média traditionnel, ce moment, là, ça fonctionne plus, là. Tu sais, comme le bateau coule, là, la télé au Québec, ça va, ça va pas bien. Fait qu'après, de me tourner vers un média qui est moins traditionnel, dont j'ai plus de contrôle, qui est plus instantané, tu sais, faire bouger les institutions, c'est tellement long. Tu sais, je sais pas, je me sens vraiment à la croisée des chemins entre ces deux affaires-là, puis j'ai toujours l'impression qu'il y en a un qui tire sa couverte d'un bord, puis... C'est tough. Puis tu vois, c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté ça. J'ai plus aucun intérêt avec ça. Le rêve est encore là, c'est sûr, mais on m'a tellement dit toute ma vingtaine, j'étais pas correct comment j'étais. J'ai tellement tout le temps senti un jugement des médias traditionnels que je ne retrouve plus sur le web. Sur le web, je peux exister pleinement, être moi-même. T'as une liberté sur le web. Si les gens sont pas contents, ils font juste switcher pour un autre, tu sais, au sens où comme... Puis ça, je trouve que c'est vraiment moins... C'est plus léger, c'est plus calme, justement. C'est comme, je peux faire ce que je veux, tu sais. C'est sûr que je réfléchis à chaque décision. Tu sais, je veux dire, tu sais, je réfléchis beaucoup. Chaque affaire, il faut que ça soit dans la ligne directrice. Tu sais, je vais pas dire n'importe quoi, mais reste qu'il n'y a plus ce genre de « Ah, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser? » ou « Qu'est-ce qu'ils vont dire? » ou comme... Puis tu sais, il y a aussi... Moi, je suis 100% dans ma carrière d'actrice, je suis 100% tributaire des décisions des autres. Je ne décide pas si je vais faire une audition. Je ne décide pas si j'attends chez moi que le téléphone sonne. Ouais. C'est ça, ma vie. Mais ça, les gens l'oublient des fois. Mais c'est ça pareil. Des fois, c'est un petit... C'est quand même frustrant, là, des fois, d'attendre.
puis d'espérer. D'espérer. Puis il y a un réal... il n'y a pas longtemps qui m'a posé la question à laquelle je n'ai pas pu répondre parce que je me suis fait interrompre par quelqu'un puis j'ai jamais répondu à sa question. Fait que je vais y répondre. Mais il m'a dit, comment tu te sens de ne pas être l'architecte de ta propre vie? Puis j'étais comme, mon Dieu! Merci. Mais c'est quand même frustrant, tu sais. Mais les réseaux sociaux, ça me permet d'avoir un certain contrôle sur ma vie, tu sais. Ça me permet de l'être, mon architecte, puis de décider ce que je fais. Puis j'ai plein de projets créatifs reliés aux réseaux sociaux qui sont différents du jeu, qui me fulfill, puis dans lesquels je me retrouve, puis que j'ai du fun, puis que c'est mes passions, puis que c'est mes hobbies, puis c'est d'autres trucs que j'aime faire. Puis je me suis longtemps empêchée de le faire par la peur de la vision des médias traditionnels. Mais à un moment donné, je suis comme... Le modèle des médias traditionnels, en ce moment, au Québec, pour moi, il est trop limitant. Il est frustrant, puis il est incapacitant, ça se dit-tu? En tout cas, il me gosse. C'est tough, tu sais. Oui, puis toujours aussi cette façon aussi qu'on a de penser que si on fait telle affaire, ben là, ça enlève la crédibilité ou whatever. T'sais, aux États-Unis, c'est pas de même. En Europe non plus. Tu sais, je veux dire, je le vois tous les jours. Là, j'en vois des vedettes à tous les jours qui font des pubs aux États-Unis. Ça fait partie. C'est comme. Puis aussi, j'ai aussi l'impression que les gens, souvent, le jugement, en tout cas, là, je parle pour nous parce qu'on est plus influenceurs, mais. Comment tu fais pour te nourrir là-dedans? Ça doit être plate de faire ça temps plein. Aucunement. Il y a plein de choses qui me nourrissent dans ce que je fais. Quand tu fais des projets créatifs, on en a aussi. Tu sais, je veux dire... c'est de la business. Tu es tout le temps occupé. Tu fais des... Exact. Puis il y a toujours des surprises. C'est jamais pareil. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui est proposé. Tout ça, c'est le fun. On part en voyage. Il y a plein de trucs qui se passent. On est super privilégiés, mais ça reste que c'est un métier qui n'est pas juste superficiel. Il y a vraiment... plus à ça, tu sais, puis aussi le fait de dire être le propre architecte de ta vie, j'aime cette expression-là, vraiment, je vais la garder, merci. Je trouve que c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais mais tu me l'as rappelé en tout cas, mais c'est juste que être architecte de sa propre vie, j'ai jamais pu l'être dans le média traditionnel. J'ai l'impression que quand tu dis attendre, j'ai tellement attendu, moi aussi, puis à un moment donné, j'étais comme, hey. C'est assez, là. Ouais. Le temps est long, là. Moi, c'est ça qui me frustrait le plus, de dépendre totalement des autres pour pratiquer ton métier, ce que tu aimes le plus. Ouais. Fait que c'est de transformer puis de faire plein d'affaires où tu peux décider aussi, tu sais. Complètement. Ça, c'est pas juste dans le milieu artistique, mais dans tous les milieux, ça peut fonctionner, ça aussi, tu sais. C'est comme... Puis moi, je dois dire, puis on en avait parlé avec Vanessa Pilon aussi, tu sais, qui fait aussi des contrats d'influence puis tout ça, puis c'était la même réalité, tu sais, c'est au sens où pourquoi je m'empêcherais de le faire, tu sais, si ça me nourrit, si ça me fait sentir bien. Et moi, j'adore ça, voir ça quand c'est sincère comme ça, parce que c'est vrai, tu sais. Puis c'est important, je pense qu'il faut qu'on fasse le pont, là. Il faut qu'on le fasse, le jump aux médias pas traditionnels, ou en tout cas, je sais pas comment on appelle ça, là, mais parce que les institutions, en ce moment, mettons, le modèle traditionnel de la télévision, du câble, là, avec des codes d'écoute, là, ça fonctionne plus. C'est en train de mourir. Il faut qu'on le fasse, le pont. T'sais, on essaie de le faire avec des plateformes qui se multiplient de tout TV, de ci, de ça. Mais on est tellement un petit milieu. On essaye, tout le monde essaie de tirer son bord de la couverte un peu trop tard quand le bateau il est déjà coulé. C'est comme... Il faut qu'on le fasse, le pont. Puis si on le fait pas, le jump, si on le fait pas maintenant, on se tire dans le pied. T'sais. Ça te fait-tu peur? Ben oui. Ouais. Parce que je sais pas où c'est quoi l'avenir de la culture au Québec. En ce moment, je la sens vraiment en danger, tu sais. Fragile. Super fragile. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour améliorer ça un peu ou comme... parce que ça part des actions de tout le monde. Ben, c'est assez dur, j'ai comme l'impression, tu sais, qu'il est trop tard. Parce que je vois des gens, certaines personnes qui font ces efforts-là quand même. Ben, il y a des d'essayer de rattraper il y a des diffuseurs qui le font, qui essayent. Mais pour moi, le meilleur exemple, c'est la presse. Tu sais, la presse, quand ils ont arrêté d'être papier, là, ça fait longtemps. Je sais pas ça fait combien de temps, ça doit faire peut-être 2 ans. Ça fait plus que 2. Ça fait plus que 2. Ah ouais? Non, mais tu sais, quand ils ont été sur iPad, puis iPhone, ça fait peut-être même 10 ans. Ça fait longtemps, là. Oui. Puis au début, tout le monde était comme... Ouais. Voyons donc, il y aura plus de papier, ça va juste être ces iPads, c'est une abomination. Puis mais finalement, ils ont été avant-gardistes. Puis c'est ça, là, ils l'ont vu venir, là, ils se sont dit, ça ira pas bien pour les médias traditionnels dans 10 ans, on va comme... Ça devait être une énorme décision, mais ils l'ont fait avant que le bateau coule. Ils ont vu l'iceberg, puis ils ont dit, on rentrera pas dedans. Nous, en ce moment, on... Fait que c'est quoi les solutions? On est Jack en bas avec les menottes, puis il faudrait que quelqu'un vienne prendre la hache puis pète nos menottes, là, tu sais. Parce que, tu sais, je suis hyper d'accord avec toi, mais quand je me retrouve dans une... Je l'ai pas, j'aimerais ça l'avoir. Si on l'avait, on ferait de quoi, mais... Tu sais, mettons, exemple, quand je me retrouve dans une salle de cinéma qui est remplie, là, pour un film québécois, exemple, tu sais, là. Tu sais, mettons, quand je suis allé voir Rue, là.
Ouais. C'était rempli au cinéma Beaubien. Il y a beaucoup de monde, ça. Je me dis, il y a une partie de moi qui pense que c'est en train de mourir. Puis là, quand je vis un moment comme ça, je suis comme, mais non, mais il y a encore le monde se déplace encore au cinéma. Je suis pas la seule personne qui va encore au cinéma. Ça existe encore. Oui, mais parce que tu vas à la première. Il y a du monde. Mais quand tu y vas 3 semaines après, il n'y a plus personne. Moi, l'année passée, je suis allée à Paris, justement, quand j'étais à Paris toute seule. Je suis allée au cinéma. Comme moi. Voir un film qui était, qui était dans une sélection au Festival de Cannes. Ça faisait peut-être 1 mois et demi que c'était sorti. Il n'y avait personne. Il y avait du monde. Il y avait un line-up. Il nous bougeait. Il y avait des gens dans la salle. Allez là, monsieur, il y a un trou là. C'était comme un soir de première. La salle était pleine à craquer. Ça faisait des semaines que le film était sorti. Puis pourquoi de base, j'avais jamais vu ça de ma vie. Pourquoi ici c'est différent? C'est-tu le star system qui est moins fort? Je pense parce qu'on a moins de... Mais pourtant, oui, on en a un star system qui est assez... Tu sais, c'est florissant, là, ça fonctionne, le star system. Non, mais on a quand c'est-à-dire même que des c'est vedettes. quelque chose qui est ancré dans... Ça fait partie de dans nous. l'identité. Je veux dire, l'Europe a une culture qui est beaucoup plus vieille que la nôtre. Là, on est jeunes, là, tu sais. Oui. Après, c'est dans l'éducation, c'est dans l'importance qu'on attribue à la culture dans nos vies, tu sais. Puis, je sais pas, il y a une priorité qui est pas peut-être aussi parce que il y a plus de projets dans lesquels les gens se reconnaissent en Europe qu'ici. Tu sais, parce que toutes les fois, je suis allée à Paris, je vais au cinéma tout le temps. Tu le sais, quand je vais à Paris, c'est une de mes passions au cinéma. Puis c'est vrai que c'est tout en plein. Je pense qu'on fait plein de projets dans lesquels on se reconnaît ici. Ben, je pense aussi. C'est pour ça que je te pose la question. Ça veut dire que ce serait pas ça non plus la raison. C'est ça qui est... Je sais pas, je l'ai pas la réponse. Je sais pas. Puis, tu sais, même moi, là, je veux dire, j'écoute bien plus de streams américains que j'en écoute des Québécois. Là. Je veux dire, je pense que c'est la réalité de tout le monde. C'est ça, là, tu sais, je vais pas faire semblant que je vais voir tous les films Québécois. C'est pas vrai, là. Tu sais, je me fais aussi pogner par la wave, puis c'est facile de se faire entraîner par des productions. Tu sais, je veux dire, ils ont tellement d'argent. Ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de moyens, ils ont tellement... Ben, c'est ça, tu sais. Après, on est capable de... Tu sais, je pense qu'on... Né pour un petit pain, là, faudrait que ça cesse. Là. On est capable de faire beaucoup de miracles avec de graves contraintes de temps ici et d'argent, sauf qu'à un moment donné, faudrait que ce soit pas 100% des projets qui sont dans les contraintes de temps et d'argent. Ça, c'est un problème. C'est comme... Je sais pas. Le temps file. En tout cas, je tiens à dire que moi, je l'ai fait l'effort dans les 6 derniers mois. Je suis allé voir des films québécois et moi, je n'allais pas voir de films québécois. Je suis comme plus passionné d'aller voir les films genre étrangers, genre de l'Europe et tout ça, puis comme... As-tu vu Solo? Oui. C'est un chef-d'œuvre. Ben oui, allez voir ça. Au moins, si vous avez un film à voir. Ah ouais. Je pense que maintenant, on peut l'écouter chez nous. Tu peux le louer. Lou Solo. Lou Solo, Lou Rue. C'est quoi les autres films qui sont sortis récemment qui sont bons? Je suis allé voir Rue, je suis allé voir Solo. J'ai même pas vu le film de Monia, la femme de mon frère. Je l'ai pas vu encore. Sam comme Sylvain. Sam comme Sylvain, ça. Il y en a plein. Ça, là, Carl en rêve encore, je pense. Ce film-là, je vais le dire, parce qu'on n'en a pas parlé ici, mais ce film-là, c'est probablement un des meilleurs films que j'ai vu dans les 5 dernières années au moins, tout confondu. Là. J'ai capoté sur ce film-là, j'ai capoté sur Magali, j'ai capoté sur... C'est sûr que le gars là-dedans, il est pas plate, mais ce film-là, c'était incroyable parce que ça prouve ce que tu viens juste de dire. C'est possible de faire du cinéma avec des contraintes puis de faire quelque chose d'impressionnant puis d'incroyable. Oui, puis tu sais... C'était comme un film américain pour moi. C'était comme un film français. Mais c'est mieux parce que c'est ta nation, c'est toi, tu te reconnais. Fait que quand c'est un chef-d'œuvre, puis c'est comme... C'est tellement keb, c'est bien plus hot que tout, là, oui, puis je pense que c'est ça pourquoi j'ai autant aimé ce film-là. J'ai trouvé ça sincère, c'était authentique, c'était vrai, ça me ressemblait. Ouais. J'étais comme, wow, tu sais, c'était vraiment... Ouais. Faut que tu vois ce film-là. Faut que tu vois ce film-là. Non, mais je sais. Je m'excuse, Monia. Donc là, on parle de web, mais on peut rattraper l'heure d'aller sur l'Extra. Oui. Sur Ici Tout TV. On peut te voir à l'émission L'Arena, tous les mercredis à nouveau. Sinon, as-tu d'autres projets sur lesquels tu travailles ou qu'on va pouvoir voir? Qu'on va pouvoir voir, je vais être dans les dernières semaines d'Indéfendable. Oh! Ouais. Tu vas jouer quoi? On peut-tu savoir qu'est-ce que tu vas jouer? Disons que ça va pas super bien pour mon bonhomme. Ça va pas bien. Ça va mal à la shop. OK. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. T'aimes-tu ça jouer des personnages qui sont un peu troublés, un peu... Ouais, c'était le fun, ça. Ouais. C'était cool parce que c'était vraiment comme
je veux pas trop dire le storyline, mais c'était, tu sais, ils m'ont approché puis ils m'ont dit, tu sais, ça te tente de faire cette affaire-là. C'est différent. C'est un personnage. Puis c'est comme il y avait vraiment il y avait de la chair autour de l'os, il y avait beaucoup de choses à jouer puis beaucoup de layers, fait que ça a été vraiment fun. Puis ça, je sais pas quand est-ce que ça finit. Je pense que c'est comme à la fin du printemps. OK. Fait que j'imagine que ça va jouer à la fin de la saison. Fait que... Cool. On continue là-dessus sur les réseaux sociaux. Puis je vous le dis, si vous ne suivez pas Catherine, mais j'imagine que vous la suivez déjà tous et toutes. Mais moi, je m'inspire de ce que tu postes. J'aime ça. Moi, j'aime ça qu'il y ait un peu du fashion puis du cool au Québec, là, tu sais. Quand je regarde ce que tu postes, on est pogné pour un petit pain. C'est ça. On a du fun, c'est beau, c'est le fun. Et après ça, quand tous les gens me disent pourquoi tu suis juste des stars américaines, mais parce que j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ma dose de fashion. Tu me la donnes. Ah, je suis contente. Alors, merci. Merci, Catherine. Merci beaucoup, les gars, la vie sociale. On commence la saison avec toi. Je pense que ça a été un épisode extraordinaire. Les gens vont adorer. Merci. Merci. Merci de ton temps. On t'aime. Merci, Carl. Merci, Camille. Pour terminer, ton emoji préféré pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est bon, ça. Préféré, C'est celui lequel qui... tu textes le plus? C'est celui-là. Le petit bonhomme qui pense. Il y a personne qui a répondu ça encore. Qui pense. OK, le petit bonhomme qui a comme ça. la main sur le menton et qui réfléchit. OK. Aussi un peu sceptique, genre, c'est bizarre ce truc. OK. Ouais. Ça me ferait quand les gens disent des emojis de même parce qu'après ça, le monde, s'ils n'ont pas écouté l'épisode puis ils voient juste du monde mettre des emojis genre qui sont comme What the hell? Ils comprennent pas trop pourquoi. Mais tu sais, Alors, j'aimais pas j'adore. tant sur IG, c'est plus dans des conversations. Texto privé. Ben oui, Ben je te oui. dirais qu'avec mon chum, celui-là, il est puissant. OK, C'est ce que OK. that's what I'll say about my relationship. This guy. Donc, on vous invite à nous suivre sur YouTube, à nous suivre sur Instagram, sur TikTok. On est puis là. là, on a filmé une vidéo behind the scenes avec Catherine. Ça va se trouver sur Balado La Vie Sociale, sur Instagram et sur TikTok aussi. T'es pas sur TikTok, Catherine, je Non. pense. Vas-tu Trop y vieille. être? Mais non, je suis trop vieille. T'es trop vieille. J'ai manqué le bateau, là. Il veut dire qu'il est trop tard pour embarquer. Ben non, ben Ben là, avec cette vidéo-là, tu vas rembarquer dedans. C'est ça qui va se passer. J'ai parlé beaucoup de bateaux aujourd'hui. Oui, Je c'est sais vrai. pas pourquoi. T'as-tu une croisière de prévu bientôt? Non, invitez-moi. À la semaine prochaine. Bye, à la semaine Bye. prochaine.